Bonjour à tous. Je vous prie d'excuser pour commencer cette voix de Rogom de Lent. Ça va chauffer, ça va s'améliorer, mais comme je n'enseigne pas cette année, ma voix n'a plus l'habitude de résister aux intempéries, donc dès qu'il y a la moindre pluie, vous avez des voix de prof. Bien, ravi de vous rencontrer et de voir des gens qui ont l'air de penser que je peux leur dire des choses relativement intéressantes. Quand on a la passion pour l'objet qu'on vous présente aujourd'hui, je pense que ça n'est pas excessivement difficile. Le sujet est particulier, ça vous le saviez déjà en venant ici, ce n'est pas une conférence sur le Luxembourg, quoique peut-être une conférence sur le Luxembourg avec des échantillons prélevés directement dans les banques pourrait être très intéressant. Là c'est un cas particulier, je veux dire, la Corée du Nord, le nom même de Corée du Nord, qu'on l'appelle comme ça ou qu'on l'appelle RPDC, la République populaire démocratique de Corée, provoque des réactions très au-delà, on va dire quoi, du rationnel et de la prudence la plus élémentaire. S'il y a un pays sur lequel la totalité de la planète a une opinion, c'est bien la Corée du Nord, et peut-être au détriment d'une relative prudence. Ce que je vais essayer de vous parler un petit peu de ce pays, mais certainement pas étant celui qui connaît ce pays, mais peut-être un des rares qui y va régulièrement et qui a quitté ce qu'un sociologue célèbre a appelé le droit d'entrée. Je veux dire, je me suis décidé pour ma part à ne parler de la Corée du Nord et de la Corée chinoise qu'après 45 ans de fréquentation des trois Corées. Tellement le sujet me semblait difficile, délicat, pas tellement pour l'analyse, quoique ce ne soit pas simple, mais pour la façon d'en parler. L'ambiguïté, les contradictions, les idées toutes faites, la presse pour dire son nom, et l'écoute de la presse, donc je m'autocritique, n'ont d'être pas forcément à avoir une conversation claire sur ce pays. Ce qui me rassure maintenant, ce qui me rend un petit peu plus affirmatif dans ce que je veux vous dire, c'est que le voyage sur lequel nous allons arriver, nous l'avons déjà commencé, nous l'avons fait l'année dernière. Il y a des coupables qui reviennent sur le lieu du crime, et donc je parle devant témoins. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement en tête ce que nous avions l'année dernière avec l'équipe d'Explorator, c'est-à-dire un rêve de voyage, un fantasme de voyage. Ah, ce serait bien si on arrivait à voir ça. Nous l'avons fait. Nous avons voyagé et nous avons expérimenté un certain nombre de limites à ce typique de ce genre de voyage. Nous avons surtout vu que nous pouvions aller beaucoup plus loin dans la connaissance, dans les contacts et dans la visite du pays que moi-même je ne pensais. La Corée du Nord est un endroit où je vais professionnellement moins de 3 fois par an, pour des raisons diverses. Ça ne veut pas dire qu'en allant 3 fois en Corée du Nord, je connais 3 fois mieux. La Corée du Nord est un peu cloisonnée, et donc quand vous y allez, comme je fais pour la littérature, vous ne faites que de la littérature, vous ne connaissez strictement rien du domaine d'à côté. Vous ne pouvez pas franchir un couloir administratif, vous sortez du ministère de, je ne sais pas, n'importe quoi, de l'agriculture, et en face, vous avez le ministère de l'agriculture, vous n'en avez pas. Vous n'y avez pas droit. Et les Coréens qui vous accompagnent, même, je ne sais pas, le vice-ministre de l'agriculture, ne va pas traverser le couloir avec vous pour aller rencontrer quelqu'un au ministère de la Culture, même un brouillot, n'a pas le droit, ce n'est pas son domaine, et il n'y connaît strictement rien. Ce qui rend la connaissance du pays et l'apprentissage du pays extrêmement difficile. Et pour quelqu'un nous qui avons la prétention de vous guider dans un voyage un tout petit peu pluriel, un tout petit peu multiple, qui correspond à vos desiderata, vos connaissances et vos expériences. Il y a des plus ingénieurs, des plus culturels, des plus musiciens, j'imagine. Il nous a été très difficile avant vous d'acquérir l'expérience un tout petit peu plus plurielle et un petit peu en avance sur vous. Néanmoins, et c'est la bonne nouvelle, si vous voulez, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, il y a un à passer, et après je passe la quatrième.
La bonne nouvelle, surtout pour eux, c'est que la Corée du Nord est en train de changer à la vitesse grand V. Alors, attention, ouais, tous les mots sont à peser. Si c'est pour changer en pire sur une situation qui est déjà pas brillante, c'est peut-être pas la peine de crier sur les toits. Donc, si je dis qu'elle change, c'est quand même dans la bonne direction. Et il s'agit d'un changement de la Corée du Nord par rapport à elle-même. Il ne s'agit pas que la Corée du Nord ait répondu à un cahier de doléances écrit par moi en disant ça faut le changer, ça faut le changer, et puis ils ont décidé de le changer. Non, pas du tout. Par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre volonté, par rapport à leur propre désir, il y a depuis, disons, l'arrivée du petit dernier, Kim numéro 3, mais il n'en est pas l'auteur direct, il est en date précise, donc les 4 dernières années, il y a un changement absolument phénoménal dans la façon dont la politique de ce pays est conduite, essentiellement parce qu'elle est conduite par d'autres personnes. Apparemment, c'est toujours les mêmes Gus, et en Corée du Nord, on ne limoge quelqu'un que pour des raisons définitives. Mais quand on ne veut plus du chef du bureau ou de tel ministre, il reste en place pendant 30 ans encore. Avec toutes ces médailles à la soviétique, vous savez, les médailles sur le côté qui pèsent 12 kilos et ils sont tous comme ça sur la tribune. Ces gens-là, on ne les bouge jamais. Et donc ça ne se voit pas. Mais derrière, il y a des quantités de jeunes cadres. On évalue aujourd'hui, et après je rentre dans les détails, à 4000 le nombre de cadres, des cadres, des vrais, ayant fait leurs études à l'étranger et principalement en Suisse. Donc ils ont une connaissance totalement différente du monde. La génération précédente, celle de Kim Jong-il, donc Kim 2, est une génération qui n'a pratiquement jamais mis les pieds à l'étranger. Quelquefois un voyage en train pour aller à Pékin, pour aller écouter la voix de son maître de l'époque, mais c'est tout. Et un voyage en train à Pékin, c'est pas forcément une ouverture directe et simple sur le monde. Or les jeunes là, ce sont des cadrans si vous voulez, ont eux une expérience extraordinaire du monde. Vous êtes d'accord ou pas politiquement avec eux, la question n'est pas là, mais au moins ils sont allés le faire, et il y a un moyen de savoir s'ils ont réellement appris des choses à l'étranger, c'est qu'ils parlent presque tous français. En Suisse. En Suisse. Et c'est assez surprenant dans la mesure où la francophonie ou la francophilie dans ce pays sont mortes en raison principalement des désaccords politiques entre la France et la Corée du Nord. Vous savez que la totalité des pays d'Europe, sauf 2, ont des relations diplomatiques au niveau ambassadorial avec la Corée du Nord. C'est pas pour ça qu'il y a un ambassadeur sur place. Enfin, théoriquement, il y en a un. Alors que la France et l'Estonie, c'est ça ? Il me semble que c'est l'Estonie, a des relations diplomatiques, mais pas au niveau ambassadorial. Donc la quasi-totalité des étudiants qui autrefois faisaient des études de français s'est dit, ça n'a aucun intérêt, on n'aura pas d'avenir, on n'ira pas en France, on ne sera pas diplomate, on ne sera pas cinéaste, on n'épousera pas la fille du roi, ça ne vaut pas la peine. Et donc il y a en Corée aujourd'hui 18 étudiants de français. 18. Je peux dire de façon totalement immodeste, quand on ne connaît pas la réalité, mais je peux dire absolument que j'ai dans ma classe tous les étudiants de français du pays. On a l'impression que je raconte n'importe quoi, ici, on n'a pas trouvé de salle assez petite pour qu'à 18, on n'ait pas l'air perdu. Et ce sont des étudiants absolument extraordinaires. J'ai eu des étudiants coréens en Chine à la fin de la révolution culturelle, c'était déjà les meilleurs et je peux vous garantir qu'ils le sont toujours. J'ai des étudiants qui corrigent les textes en français et qui n'ont jamais quitté le coréen. Ils sont assez costauds, ils sont assez coréens. Alors je reviens sur ce changement qui rend le voyage tout à fait intéressant et que nous avons constaté l'année dernière. Dans la présentation générale, on vient vous parler de cette ancienneté du royaume de Goguryeo. Rendez compte, même les littéraires y arrivent. Voilà. La Corée du Sud n'apparaîtra pas aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet, mais il déborde ici et qui déborde en fait beaucoup plus loin. C'est ce qu'en Occident, et surtout pas en Chine, on appelle la Mandchourie. Mais
il y a des mauvaises nouvelles, et puis la Mandchourie, le dernier royaume de Manchukuo ayant été relancé par les Japonais contre les Chinois et tout, c'est comme dire aux Français, la France, le capital, c'est Vichy, c'est ça, hein. Donc, ça ne plairait pas à tout le monde. Bon. Donc il ne faut pas faire ça à des Chinois. Mais il se trouve simplement que cette région-là, qui est colossale, et qui occupe un territoire très largement supérieur à 4 fois la France, alors qu'aujourd'hui, toutes les Corées ensemble, c'est moins de la moitié, 4 fois la France en taille, étaient occupées par des royaumes qu'on appelle dans l'histoire coréenne les 3 royaumes, en Chine aussi il y a les 3 royaumes, dont la réalité historique est plus ou moins établie. L'histoire étant toujours écrite par les vainqueurs ont raconté qu'ils avaient un grand royaume et que tout était bien réglé, que c'était bien chauffé et que les boutiques ouvraient à l'heure. La réalité peut être très différente, mais pour nous, ce qui nous intéresse, et c'est ce qui a motivé notre voyage de départ, c'est que le fameux royaume de Goguryeo, le grand royaume le plus fort de la Corée, occupait toute la Corée, de Séoul jusqu'à en haut, c'est-à-dire jusqu'à Harbin, qui est la grande ville, entre guillemets, russe de Mandchourie, celle où on fait des châteaux en glace en hiver. Ça fait un terrain absolument colossal. Quand vous le faites, ce que les dingues dans mon genre font en bus, c'est 4 jours et demi. Pas de Séoul, puisqu'on ne passe pas, mais à partir de Kaesong jusqu'à Harbin, c'est 4 jours. C'est assez extraordinaire, il faut avoir de la lecture. Et pour ceux qui n'ont pas fini Proust, c'est un trajet qui est tout à fait intéressant. Cet énorme royaume est un royaume dans lequel les Coréens, mais à partir de maintenant, je ne veux plus employer ce mot-là, je ne sais pas ce que c'est un Coréen. Ceux dont la Corée moderne appelle nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Coréens avant nous, les Coréens d'il y a 2000 ans, dont on ne sait même pas quelle langue ils parlaient, pour vous dire que c'est problématique. Tous ces gens-là ont laissé des traces absolument extraordinaires et qui sont là avant les Khitan, avant les Mandchous, avant toutes les autres sociétés que l'on connaît bien dans le coin. Tout ce qui est ancien, ce qui est dans le sol, ce qui est archéologique, ce qui est creusé, ce qui est dans la pierre, c'est ce qui a donné, 1500 ans après, les sociétés coréennes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Quelque part, c'est l'un des arrière-grands-pères. Mais alors lequel? Est-ce que c'est pas le facteur? On n'en sait rien. En tout cas, ça fait partie de ce monde-là. Donc notre idée de départ, pour essayer de comprendre en profondeur la société coréenne, alors qu'on avait le droit d'en voir qu'un petit bout, c'était d'aller commencer par les racines les plus anciennes de la société coréenne. Et il se trouve que ces racines sont beaucoup plus nombreuses. Les traces, les tombes peintes sont beaucoup plus nombreuses. Les pyramides, les dolmens, les menhirs, beaucoup plus nombreuses en Chine qu'en Corée du Nord, et en Corée du Nord qu'en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays passionnant, un peu voyager, il y a beaucoup de choses à faire, mais archéologiquement, c'est très pauvre par rapport à la Corée du Nord. Soyons précis. La Corée du Nord, c'est en dessous du sol. Au-dessus du sol, c'était les bombes. Le napalm, qui a été expérimenté là, donc au-dessus du sol, ça date de la semaine dernière. Mais ce qui est en sous-sol, les tombes peintes, qui se comptent par centaines, là, c'est absolument extraordinaire. Au sud, les sociétés du sud avaient une nature différente, qui était très iconoclaste, qui n'aimait pas les représentations, et en particulier les représentations humaines, et il n'y a pratiquement rien. La totalité des tombes de la Corée du Sud, que ce soit le royaume de Baekje ou le royaume de Shilla, il y a un cheval blanc, à Gyeongju. Pourquoi je vous emmène à 2000 ans et même à 2500 ans? Parce que je suis en train de vous parler de la Corée d'aujourd'hui. Il suffit simplement de changer les dates. Tout ce que je viens de vous dire, mot à mot, peut s'appliquer à la Corée moderne. Et quand vous ouvrez un livre d'histoire au nord ou un livre d'histoire au sud, ce que je viens de vous dire, vous l'apprenez à propos des 50 dernières années. En termes contraires, le nord a raison, le sud a tort, ou bien le contraire de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un énorme royaume très fort, la Corée historique, et en bas, deux petits royaumes croupions, aidés par les Japonais ou par les Chinois, des traîtres. Mais ce sont eux qui ont unifié la Corée
au détriment de Goguryeo qui aurait dû gagner, c'est ce qu'on pense au nord, mais l'alliance entre le tout petit royaume du sud-est, là d'où vient le régime de Corée du Sud aujourd'hui, avec les ennemis, l'étranger et les Chinois, c'est ça qui a écrasé la vraie Corée. Vous entendez les guillemets partout dans ce que je dis là. Bon. C'est l'impression qu'on a au nord. C'est comme ça qu'on vous raconte aujourd'hui. C'est-à-dire que l'histoire de la Corée est une histoire dramatique parce qu'on a empêché la Corée d'être la Corée. Il y a un cours naturel, c'est un fleuve, et il y a des saligots, des étrangers, qui sont venus mettre des cailloux et qui ont bloqué le chemin. Appelez les Chinois, appelez les Japonais de préférence, pour plaisir à tout le monde, là on se met d'accord, mais appelez-les aussi Américains par exemple. D'où une force politique colossale, extraordinaire, pour moi encore incompréhensible, d'arguments nationalistes tels qu'on les développe en Corée du Nord, et en particulier l'absence de troupes étrangères sur le sol de Corée du Nord, alors qu'au sud il y a 25 000 environ soldats américains. C'est un argument qui est d'abord évidemment répété à longueur de journée par la propagande et on étale la confiture. Mais il n'y a pas tellement besoin de pousser beaucoup un Nord-Coréen, il n'y a pas tellement besoin de lui rappeler la propagande pour que cet événement-là, le fait qu'en Corée du Nord, aujourd'hui, pour la première fois depuis 2500 ans, on est toujours embêté autant par les voisins et par les étrangers, mais sur notre sol, ça se paye très cher, on crève de faim, mais il n'y a pas de troupes étrangères. Et ça se dit même au sud. Et pas forcément dans une certaine gauche pro-nord, je ne suis pas très sûr qu'il y en ait une, mais un partisan de la démocratie type sud, une démocratie musclée quand même, reconnaîtra toujours à la Corée du Nord le fait, deux choses, il n'y a pas de troupes étrangères et écologiquement c'est plus propre. Ben, normal, non, mais il faut avoir quelquefois l'avantage de ces inconvénients. Mais c'est vrai qu'à Corée du Nord c'est extraordinairement vert. J'ai découvert en Corée du Nord qu'il y avait au moins 350 espèces de vers. Je ne savais pas. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc. La campagne coréenne peut être d'une beauté extraordinaire. Et comme il y a un liseré de fleurs de chaque côté, de chaque route, même n'importe quel petit chemin de terre, d'un bout à l'autre du pays, c'est beau. Alors c'est difficile de rentrer en France en disant la Corée c'est beau, la Corée c'est sympa, et en plus j'ai bien mangé. Je dis oui, mais la bombe atomique et les montres et la famille et tout. Oui, je veux bien, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Que j'ai mal mangé parce que vous voulez que je vous le dise? Ben non, c'est pas vrai. Pendant très longtemps, nous n'avons pas fait ce genre de voyage, nous n'avons pas voulu parler de la Corée du Nord parce que on n'était pas bien pour en parler. Et ce changement tel qu'il existe là maintenant, cette possibilité de débattre en Corée du Nord, cette possibilité de se bouffer le nez, pour moi, avec mes copains, mes collègues nord-coréens sur des raisons politiques, et pas toujours dans le même sens, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et qui permet maintenant de visiter cette Corée d'il y a 2500 ans jusqu'à aujourd'hui avec une relative aisance. Je veux dire, ce n'est pas un pays, ce n'est plus un pays, ça a été un pays, on était mis à l'extérieur, mais c'est maintenant un endroit où nous pouvons débattre beaucoup plus clairement. Pour vous mettre un tout petit peu en perspective, je suis arrivé en Corée, je vais faire très mal, je suis arrivé en Corée il y a 51 ans, donc j'entame mon deuxième demi-siècle, c'est ça qui, c'est la très mauvaise nouvelle, en 64. Et j'avais déjà 14 ans. Je vous laisse calculer, mais si vous faites le calcul, on va se fâcher. Et quelques jours après mon arrivée, j'ai eu une discussion avec un Coréen, un lambda, qui, apprenant que j'étais français, m'a flanqué un bourre-pif colossal, parce que De Gaulle avait reconnu la Chine populaire quelques semaines avant, et donc tous les Français étaient communistes, même les bons. Du jour au lendemain, 0, 100%. Voilà, c'était comme ça. Alors ça m'a appris 2-3 choses un peu trop rapidement sur les relations humaines, la politique, les voyages et autres, que je n'évoquerai pas pour aujourd'hui. Ça m'a appris des tas de choses sur l'énergie coréenne. Quand on a quelque chose à dire, on l'exprime et
c'est pas toujours forcément à bon escient, mais ça explique aussi après pour comment ce pays était extraordinaire. En 64, on crevait la dalle au sud. Jusqu'en 75, la Corée du Nord a été plus riche que la Corée du Sud. C'était le deuxième pays d'Asie, derrière le Japon. Après, boum. Bon, mais c'était une autre époque, complètement différente. En France, ici, personne ne voulait entendre parler de la Corée du Sud. J'ai commencé à publier des traductions du coréen en 82. Les éditeurs français refusaient tous, parce que les Coréens, c'était les truands du métier. Les voleurs de copyright, de droit, etc., avant le Made in Taïwan et tout ce que vous voulez, les escrocs d'Asie, c'était les Sud-Coréens. C'était hier. Enfin, je veux croire que c'était hier. C'est pas vieux. Regardez ce changement absolument colossal. Est-ce que ce changement sera valable pour la Corée du Nord? Je ne sais rien, je ne suis pas voyante, ça ne m'intéresse pas, mais ça nous montre en tout cas que c'est techniquement possible et ça peut se jouer dans les deux sens. Alors, un petit moment avant de rebondir sur ce que je voudrais vous expliquer, un petit moment moins drôle, pas pour parler de la famille, mais on touchera un petit mot tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui, justement ce que je viens de vous dire, de ces pays qui étaient complètement... C'était le niveau économique du Mali, du Sud, en 64. C'était le même PIB que le Mali. Le Mali de 64, vous imaginez. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en G12, G10, G11,5, enfin, ça va beaucoup mieux. Et c'est un pays, Corée du Sud, qui est très mal, qui va très 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 mal, qui est coincé, qui est moralement plombé, qui n'avance plus, qui ne sait plus quoi dire, qui ne sait plus quoi faire, qui fait des opérations louvdingues comme l'année Corée au Salon du Livre, où on envoie 30 écrivains, dont 28 sont totalement inconnus en Corée. Ils font des sortes d'opérations un peu à la française. Et la Corée du Sud, il y a 1 an et demi, près de 2 ans maintenant, s'est trouvée devant une tragédie dont vous avez entendu parler, l'histoire du bateau Sewol, qui faisait le trajet, que le bateau que j'ai pris, je ne sais pas combien de fois, et qui faisait le trajet pour aller dans la grande île paradisiaque de Jeju en emmenant des enfants des écoles. Et en vue du port, à quelques centaines de mètres, le bateau a coulé. Comme pour le Costa, l'équipage s'est sauvé, le capitaine le premier, et juste avant de partir, le capitaine a dit aux enfants, bougez pas. Et il n'a pas bougé. Et on a toutes ces images des lots avec les gosses qui sont derrière et la Corée n'est pas remise. Ça. Depuis cette époque-là, et depuis cette époque-là, après 50 ans de folie, de développement, d'énergie extraordinaire, où on bossait 20 heures sur 24, tout le monde, tout le temps, où on se téléphone dans les bureaux à 4 heures du matin. Si vous n'êtes pas à 4 heures du matin dans votre bureau, vous êtes un louvdingue. Et quelques années après, quand la richesse était là, cette énergie, n'est-ce pas, était encore là, dire la force qu'une ville comme Séoul pouvait développer, déclencher, c'est absolument extraordinaire. Et pourquoi? Tant que le développement économique sortait de la pauvreté, le développement économique était un but en soi. On ne mange pas, on va manger, c'est pas la peine d'expliquer. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Être dictateur ou dictaté, ça n'est pas le problème. Et néanmoins, il y avait quelque chose. Et puis quand on arrive au même niveau que les grands pays occidentaux, quand on dit qu'on est les premiers au monde pour, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, les trucs d'ordinateur, les rapidités de 5, 6, 7, 8, enfin, ils sont numéro 1 dans tout. Oui, mais enfin, pour parler de quoi? Pour envoyer les photos de nos enfants? Et aujourd'hui, la Corée du Sud est totalement aphone, et même avec un micro, ça ne marcherait pas. Tous mes collègues coréens, tous les écrivains sud-coréens que je connais, ils sont bloqués. Ils essaient de parler de ça. La politique, alors là, évidemment, en sens du dessous, il n'y a plus personne ne répond. Et sur les mairies du pays, en particulier la mairie de Séoul, il y a d'immenses panneaux où il y a écrit « Excusez-nous ». Et sous une forme polie, c'est-à-dire le pays dit « vous » à ses enfants. C'est quelque chose qui n'a pas été surmonté et qui a eu un effet, un ricochet en Corée du Nord extrêmement fort, parce que ce sera peut-être une surprise pour vous, mais quand vous serez sur place, vous l'apercevrez.
il y a maintenant pas mal d'informations. Je ne vais pas dire beaucoup, hein, mais il y a pas mal d'informations du monde, et en particulier de Corée du Sud, à la télévision nord-coréenne le dimanche soir, il y a 2 heures d'infos qui sont prises sur... Je ne pense pas qu'ils payent les droits d'auteur, mais bon, qui sont prises dans le monde. Et pour ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, quand je connais la langue, je n'ai pas entendu de cas de censure avérée. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas le montrer, ils ne le montrent pas, c'est tout. La censure, elle est avant. Mais une fois qu'ils nous montrent, et donc si vous voulez avoir la loi travail, etc., tout ça passe. Les histoires d'immigrés, les élections, les résultats d'élections de Merkel, c'était hier, avant-hier, ouais, c'est déjà passé. Bien entendu, ils sélectionnent, ils prennent, et si nous pouvons avoir de gros ennuis, ne vous inquiétez pas, le reportage passera. Ouais, nous avons ça aussi dans notre presse, hein, ça existe. L'intérêt, c'est que ça n'était pas là avant. J'ai eu, toujours l'exemple que je donne, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais de longues discussions pendant les primaires socialistes, celles d'avant, où les troufions nord-coréens voulaient savoir si Ségolène Royal allait être élue. Et je ne m'attendais pas à parler, déjà ici j'en parlais pas beaucoup, mais alors aller parler de Ségolène Royal à Panmunjom, avec des troufions et des fusils en bois, c'était un petit peu surréaliste. Et depuis, ça s'est largement développé. Là, je ne suis pas en train de vous parler d'un pays qui nous est semblable. Ce qui m'intéresse dans la Corée, c'est pas du tout semblable. C'est une discours que j'ai voulu faire. Et non pas en plus, et peut-être est-ce le plus intéressant quand je parle de changement, qui est un mot qu'emploient les hommes politiques tous les 5 ans, en tout cas, on change, on rajeunit, d'accord, pour nous. Est-ce que la Corée du Nord change pour le mieux? En 3 points, oui. Il y a une ouverture d'information. L'information la plus surprenante peut-être pour vous, vous avez entendu parler des réfugiés, des gens qui avaient du mal à passer, de ceux qui se faisaient tirer dessus, tout ça est vrai. Des gens qui étaient renvoyés ensuite dans des camps, tout ça est vrai, absolument exact. Aujourd'hui, cette frontière, sans être la frontière de la Belgique, à d'autres ils sont fermés, juste un peu la frontière belge. Un Coréen du Nord qui va en Chine aujourd'hui n'a pas besoin de visa. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a entendu parler dire de la Corée autrefois. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde passe facilement, librement, il faut un tampon de la police, tout ce genre de choses, mais si vous êtes commerçant, nord-coréen, vous passez où vous voulez, et vous rapportez ce que vous voulez, en donnant environ 15% de ce que vous rapportez aux douaniers qui vont vous dire ça. C'est que tout ça fait partie de choses, deuxième changement, qui ne correspondent à aucun plan, aucun programme. Ça correspond à une décision politique, un peu à la française, on va tenter un truc, on va voir si ça marche, et s'ils sont pas idiots, on passe tous dans la rue, mais comme ça se faisait avant, plan quinquennal, décision, on va envoyer 30 000 personnes en Chine, et puis ils vont ramener 30 tonnes de charbon de... Non, non, ça ne correspond plus du tout à cette façon de faire les choses. D'une certaine façon, le commerce privé, je parle de commerce individuel, privé, ça veut dire un. Personne ne dirige une société de commerce. Vous n'avez pas le droit d'avoir un salarié. Mais vous pouvez, vous, être totalement privé. Tout ce que vous pouvez transporter seul, c'est autorisé. Donc si vous êtes musclé, vous deviendrez un commerçant beaucoup plus riche que les richions à côté qui ne peut pas porter ses sacs. En quoi est-ce un changement? Est-ce que mon argument est bon? Je n'en sais rien. Mais on était tous là, j'ai mes témoins, nous allons passer la frontière. Et un des grands moments délicieux de ce voyage, c'est ici. Nous traversons la Corée chinoise, un bout de la Corée chinoise est plutôt là-bas. Tout ceci se développe à une vitesse extraordinaire, et Dandong est un port qui, si on attend de visiter, fait la taille en gros de Rotterdam aujourd'hui. Pour vous dire, c'est les Chinois, hein. Le port commence ici, il y a 50 km. On débouche quand on vient de Corée du Sud en bateau. Moi j'ai débarqué ici un nombre colossal de fois. Il y a 8 ans, je n'ai pas vu un bateau. Maintenant c'est Rotterdam. C'est chinois. Bon. Et alors on passe la frontière. Et c'était notre décision, on a longtemps discuté avec l'équipe d'explorateurs, est-ce qu'on va faire prendre le train à un des voyageurs, on va à l'autre bout du monde, est-ce que ça va être long? Et j'ai argumenté
pour une fois j'avais raison, vous allez voir, on attend 4 heures à la douane, c'est là où on se marre. C'est là où c'est intéressant. Emmener les voyageurs en disant qu'on va rester 4 heures à la douane, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est le truc dont plus personne ne veut entendre parler. Mais les voyageurs à l'ancienne, et il y en a peut-être encore parmi vous, savent très bien que le trajet fait partie du voyage, surtout si on est un tout petit peu observateur. Et aujourd'hui, nous en avons fait l'expérience la dernière fois, les douaniers chinois d'abord, et puis les douaniers coréens montent dans le train, déballent absolument tout ce qu'on trimballe, et commence le marchandage. Il faut savoir ce qu'on prend, à qui, comment. Mais devant vous, ils ont pris dans les sacs des voyageurs de compartiment à côté. Devant nous, on était assis là, ils étaient là, et la douanière qui prenait des sacs disait tu préfères le bleu, tu préfères le rouge? Parce qu'elle allait en prendre 5, voilà, et l'autre lui disait non, finalement, le vert, il est bien, tu sais, il est bien, elle prenait le vert, et elle partait avec ça. Il y a 3 ans encore, on se faisait prendre nos CD, nos DVD, nos bouquins, on était complètement idiots, je me suis fait taxer des livres de grammaire. Dangereux la grammaire, c'est très 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 dangereux la grammaire. Ils prenaient n'importe quoi. Tout comme en Chine, à la révolution culturelle, si quelqu'un avait le moindre magazine féminin, un Elle ou un Marie-Claire, publication pornographique, il y a des slips partout, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça s'est totalement décontracté. Les publications, ils les prennent, mais pour les garder, pour les lire. C'est pas du tout pour les confisquer. Il y a forcément le chef de bureau qui doit avoir piqué 15 bouquins pour montrer j'ai 15 wagons, je prends 15 bouquins, j'ai fait mon travail. Mais ça démontre une modification et une fluidification, c'est le bon mot. Une normalisation. Vous passez la douane, vous avez des taxes. Bon, c'est pas un épisode historique. On ne fait pas une conférence pour dire qu'il y a des taxes. En Corée du Nord, si. Parce que les taxes deviennent régulières, courantes. La dame qui arrive avec plein de sacs pour faire du commerce en Corée du Sud, elle sait qu'on va lui en prendre 5. Elle en prend 5. Elle choisit même des jolies couleurs. Mais si on lui en prend 6, alors là, le douanier passe par la fenêtre. En quelque sorte, il y a des sortes de règlements, j'allais dire, c'est ultra libéral en soi. C'est-à-dire qu'il y a un marché de la taxe qui s'est mis en place et qui fonctionne très bien. Et c'est mon 3e changement. Où ça va? À quoi ça sert? Si c'est un simple moyen d'alimenter un petit marché noir, plus ou moins malpropre, de gens qui se débrouillent entre eux à la capitale, c'est pas la peine d'en parler, c'est pas très intéressant. Sauf que ça alimente aujourd'hui la possibilité pour tous ces gens-là de créer des commerces, de vendre en Corée du Nord tout ce qu'ils rapportent, de sécréter de l'argent, d'acheter des produits nord-coréens et d'aller à leur tour les vendre en Chine, et puis on continue. Et après, c'est la loi du commerce. On essaie de gagner 15% dans chaque sens à chaque fois, et un jour on verra bien. Est-ce que ça marche? De toute évidence, oui. Vous verrez, 2-3 petits moments tout à l'heure, que Pyongyang, et pas seulement Pyongyang, est devenue une ville physiquement, architecturalement, très impressionnante. Sans être Séoul, c'est une ville qui est, la première fois, absolument stupéfiante quand on va là-bas en se disant nucléaire, guerre, famine et tout, on s'attend à voir des huttes. Et encore des huttes trouées, où il pleut dedans. Non, ce sont des gratte-ciel. Mon crève-cœur chaque fois que je vais à Pyongyang, et donc je vais dîner chez mes copains, mes collègues de l'université, moi j'ai pas eu le droit, j'étais trop jeune. Tous mes collègues à l'université se sont fait offrir un 140 mètres carrés. Les Parisiens ici sont en train de se dire, c'est des anciens mètres carrés, ça les a 32 chiffres. Les 400 principaux enseignants de l'université, la mienne, donc les 400 aînés, ont tous eu, dans 2 grands gratte-ciel, un appartement de 140 mètres carrés, 7 pièces. Tous. Et ça, c'est rien. C'est rien. Je voudrais bien que les 140 mètres carrés. Quand ils sont venus chez moi voir mon 2 pièces, je suis tombé de
très très haut. Le grand respect du professeur d'université, c'était bon. Mais là, je me suis fait très très mal, je boite encore. Non, ça a créé du jour au lendemain, c'est la Corée du Nord d'aujourd'hui, et celle que vous pourrez voir, ça a créé un marché de l'immobilier. Et comment est-ce qu'on crée un marché de l'immobilier en ne créant pas un marché de l'immobilier, en ne le disant pas, en n'en faisant pas? Si c'était officiel, il y aurait des lois, il y aurait des problèmes, il y aurait des principes, il y aurait des choses à régler, et il y aurait toujours un vieux texte du grand leader Kim Il-sung qui dirait « on n'a pas le droit de vendre un appartement ». Il n'y a pas rien. Et le pays est encore gelé par ces mesures qui peut-être ont été bonnes en 1960, en tout cas qui ne sont pas bonnes en 2016, c'est pas possible. Mais on ne peut pas aller contre. Donc il ne faut pas le dire. Comment on fait? Eh bien, on avait un appartement lambda, comme tout le monde. L'immobilier est plutôt pas mal en Corée. On quitte son appartement pour aller dans le nouveau, mais c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Donc celui qu'on laisse, non seulement on a un nouvel appartement à 140 mètres carrés, mais l'autre, on le vend. À quelqu'un. Avec un argent qui sort pas de la banque. Mais tout le monde le fait. Et ça déclenche une possibilité parce que ceux qui achètent à leur tour vendent, etc. Et il y a un véritable marché de l'immobilier à Pyongyang qui est tout à fait stupéfiant parce qu'il n'a aucune traduction légale. Là, je vous donne le cas d'un exemple qui fonctionne. Maintenant, l'exemple de ce qui ne fonctionne pas pour la même raison. C'est ça qui est rigolo. Sinon, si on a les bonnes causes pour avoir des bonnes conséquences, il suffit de les appliquer à tout. Et puis on verra bien quand ça marche. Mais le même principe se transforme en catastrophe dans d'autres domaines, et s'est transformé en catastrophe avant. La famine, qui a des causes multiples, et je serais totalement pignouf de vous faire croire que je vais vous expliquer l'économie nord-coréenne. Il y a eu des tas de raisons, effectivement des intempéries totalement épouvantables, 3 ans de flotte, 2 ans de sécheresse totale, ça calme l'agriculture. Mais aussi les relations le code international, bon, tout ça, okay. Mais in fine, des absurdités économiques, de décision et de gestion politique du pays, qui ont très bien fonctionné de 45 à 60, il y a eu une réforme agraire extraordinaire qui a permis de faire décoller le pays, mais pendant au bout de 15 ans, on s'aperçoit qu'on appartient à une commune populaire où il y a 250 000 personnes, dont 240 000 ne fichent strictement rien et qu'on est les seuls à bosser, et bien au bout d'un certain temps, on fait comme eux, on s'assied sur le talus et on ne fait plus rien. Et la production périclite. Et ce qui a été le moteur même du développement devient la raison d'être, devient complètement obsolète, bloqué et ne fonctionne pas. Seulement, à l'époque où tout ça fonctionnait, il y avait le grand leader. Et le grand leader donnait des 25 directives toutes les 2 minutes. Il y avait un avis sur tout. Il a écrit absolument sur tout. Sur Kogouyo, sur la poterie, sur les petits poissons, sur la nourriture, sur comment faire le kimchi, sur comment élever les enfants, sur comment composer des opéras. Tiens, je vais en composer 5. Il a un avis sur tout. Il y a une déclaration sur tout. Or, on est en Chine et on est chez Confucius. S'il y a un truc écrit qui vous dit comment quelque chose va fonctionner, ben vous êtes dans le texte sacré. Vous ne pouvez pas y toucher comme ça. Et notre cher Kim Il-sung, sur la fin de sa vie, a développé un certain nombre d'idées rurales et agricoles, en particulier dans tout l'est du pays. Il a absolument tout massacré. Et il a commencé par faire déboiser le pays. Évidemment, en Corée du Nord, on n'a pas assez de terre, ce qui est vrai. Donc il faut trouver plus de terrain, on ne peut pas se nourrir. Et donc il a fait faire des terrasses jusqu'en haut des montagnes, y compris pour le maïs, le blé, les tomates, voilà. Ça marche pour le riz, on va le faire. Et donc il a tout déboisé, et l'eau a fait ce qu'elle fait assez souvent. C'est un scoop, même en Corée. En gros, elle va de haut en bas. Je schématise. Et quand elle tombe et qu'il n'y a plus aucune montagne, plus rien, ça ravine terriblement, ça embarque tout. Ça embarque l'agriculture pour commencer, et puis en bas, en ville, vous avez une inondation. Le Taedonggang, le grand fleuve Taedong, en bas de Pyongyang, en hiver, est à 15 mètres en dessous des quais. Et la ville a été submergée. Pour montrer comment l'eau avait un petit peu monté.
Seulement, comment on fait? Ben, Kim Il-sung, il a dit qu'il fallait faire des rizières en hauteur, qu'il fallait couper les arbres. On ne va pas faire un loi en disant Kim Il-sung, à la fin de sa vie, il sucrait les fraises. Non, on ne peut pas le faire. Il faut absolument trouver un autre motif. Il a fallu 15 ans pour que la Corée du Nord se décide maintenant à planter des arbres. On pourrait faire une histoire, peut-être un jour, une histoire de la Corée à travers les arbres. Je ne suis pas plantigrade, plantiflore ou quoi que ce soit, mais il y a une histoire de la Corée, et les Japonais sont les premiers à avoir coupé tous les arbres. Donc, mauvais souvenir de guerre. Ensuite, ils ont obligé chaque Coréen à planter un arbre pour prouver qu'il était un fidèle sujet de l'empereur du Japon. Donc, planter un arbre, c'était être japonais, donc collabo. Donc, à la Libération, tout le monde a été coupé son arbre. Et puis on a créé une journée de l'arbre parce que les arbres il en fallait quand même, et puis. Donc il y a une quantité d'étapes comme ça où l'arbre, par sa présence, signale. Aujourd'hui, il y a une nouvelle campagne qui a été édifiée autrement sur une nouvelle base, et le régime a décidé que chaque Nord-Coréen devait planter 2 arbres pour symboliser les patriotes, les compatriotes du Sud. C'est pas du tout pour embêter et contredire Kim Il-sung. C'est que pour qu'en Corée du Nord, les compatriotes du Sud soient représentés. Donc on va en planter 40 millions, 55 millions. J'ai planté mon arbre, tout le monde a été planté son arbre, et le pays se relance, se redéclenche. Il faut toujours trouver une femme, une légende, un truc, un barathon absolu, je ne sais pas comment l'appeler, mais il faut que chaque décision politique soit accompagnée d'une narration qui ne peut pas être nos trucs à nous qu'on n'écoute plus depuis longtemps en disant c'est un nouveau plan, la semaine prochaine il y aura 3 millions de chômeurs en moins, vous inquiétez pas, je sais comment on fait. Ça ne marche pas, et ça ne marchera pas en Corée du Nord non plus. Et ce genre de système, aujourd'hui, maintenant, en Corée du Nord, on peut assez aisément y avoir accès. Quand vous allez en Corée du Nord, même comme touriste, je dis bien même comme touriste, à cette limite, mais qui est universelle, de la langue, je ne peux pas vous garantir que vous apprendrez le coréen dans les 2 minutes. Je vous ferai un petit panneau avec les lectures et les caractères, mais c'est quand même à peu près ce qu'il y a de pire en venant du français. De toutes les langues que vous apprenez quand votre langue première est le français, le pire, c'est le coréen, parce que, en gros, pour y arriver, il faut quand même connaître la grammaire japonaise et l'écriture chinoise aussi. Ce qui fait un peu long l'étude, mais un peu fatigant, et on porte tous des lunettes, c'est à ça qu'on connaît. Un orientaliste, c'est qu'il a des lunettes et qu'il est vieux. J'ai une autre raison pour vous envoyer en Corée du Nord, ou pour vous proposer de vous accompagner en Corée du Nord. C'est que, je vais parler à leur place, j'ai un peu ça, vous le faire. C'est que les Coréens du Nord vous le demandent. Pas sur le ton venez nous sauver de la dictature qui nous oppresse et tout. Bon, c'est pas pousser le bouchon trop loin. Mais la demande coréenne de contact avec vous est très très forte, et elle est extrêmement semblable à celle du Sud aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Coréens aujourd'hui, ils sont 75 millions. La contiguïté de population, c'est-à-dire pas les Coréens séparés, mais les Coréens qui sont continus sur le territoire, c'est 75 millions de personnes. Ça fait un petit paquet quand même. Je ne pense plus qu'il y en ait parmi eux qui croient quoi que ce soit au discours politique sur la réunification. D'ailleurs, tous les gens qui ont un discours politique sur la réunification ou un discours très simple, je gagne, tu perds. Et c'est marrant, mais l'autre, il n'est pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi, ils sont plutôt bornés ou un truc comme ça. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Et toutes les possibilités pour couper la poire en deux ne fonctionnent pas et n'ont jamais fonctionné. Et l'idée des Coréens qu'on rencontre, qu'il s'agisse des intellectuels, des hommes d'affaires, des bureaucrates, c'est on va passer, on va faire le tour. C'est-à-dire qu'il faut des tiers. Il faut qu'on fasse des contacts Nord, France, Sud. Nord, Allemagne, Sud. Nord, Corée chinoise, Japon. Quantité de films, vous savez, comme
Zut, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave, j'ai une image très claire dans la tête, je vous la redonnerai tout à l'heure, moi j'aurais bu un coup. Cette idée que... J'ai crié très fort. Voilà, j'avais fait ça. Non, cette idée que c'est en faisant appel à l'étranger que la Corée va pouvoir s'en sortir, c'est à peu près exactement la phrase inverse que j'ai utilisée tout à l'heure en commençant. C'est à savoir, tous les ennuis que nous avons eus jusqu'à maintenant, chaque fois que la Corée ne s'est pas développée, c'est parce que des étrangers sont venus se mettre en travers de notre chemin. Et aujourd'hui, au bout de 2500 ans, la pilule est très amère, très difficile à avaler, mais on ne va pas y arriver tout seul. On ne peut pas y arriver tout seul. On ne vous dira pas au nord à cause de nos dirigeants qui sont nuls, méchants et tous plus bêtes les uns que les autres. Les dirigeants du Sud, ça sert à ça. Et puis, les âneries américaines, pas seulement là-bas, mais l'Irak va être, l'Irak des Américains, va être un des épisodes fondamentaux de l'histoire de notre siècle. Dans tous les pays que nous allons voir, le fait de ce qui s'est passé en Irak a totalement changé la donne et a été une nouvelle extraordinaire pour toutes les dictatures de la planète. Regardez ce qu'ils font au nom de la démocratie, donc on n'est pas du tout obligé de les écouter. En tout cas, en Corée du Nord, ils l'ont entendu, et surtout ces derniers temps, le principal représentant américain l'armée américaine de l'Asie-Pacifique a dit que l'armée américaine ne pouvait pas se permettre de faire 3 guerres en même temps. Ce que l'armée nord-coréenne a entendu et développe un certain nombre de choses là. Je ne cherche pas à vous emmener dans un pays où vous entendrez des bruits de bottes. Les militaires, on ne les voit pas. Ils ont leur vie à part. Les militaires ont leur État. Ce n'est pas un pays qui a un ministère de la Défense avec une armée. C'est un pays dans lequel il y a un bout de Corée dans la Corée qui est l'armée, qui a ses entreprises, ses écoles, ses logements, on veut dire un État dans l'État, mais c'est même pas un État dans l'État, ils sont à part, ils sont à côté. La bonne nouvelle, là aussi, c'est que s'ils ont pris le pouvoir pendant une bonne quinzaine d'années, il y avait un slogan qui était l'armée d'abord. Bref, on était dans une dictature militaire, purement et simplement. Aujourd'hui, ils sont rentrés plus ou moins dans leur caserne ou dans leur laboratoire pour faire des bombes. Ils ne m'ont pas invité pour le voir, mais la société est redevenue très, très, très largement civile. Alors, si mon plan à suivre, si je passe par quelques images, je reprends ma carte de départ, le trajet auquel nous avons pensé est une sorte de trajet de montée vers la Corée. En fait, on descend. Enfin, c'est ce vieux truc les Marseillais ont horreur quand les Parisiens disent on descend à Marseille, ils descendent. Bref, pardon, la carte j'y suis pour rien, le nord est là-haut, le sud est en bas, les cartes arabes c'était le contraire au bilan, mais j'y peux rien. En tout cas, on démarre par un endroit que les vraiment très très vieux, il n'y en a pas ici, connaissent sous le nom de Mukden, qui est la grande capitale de l'Asie, la grande capitale japonaise, la capitale du Manchukuo, et c'est là où toute la modernité asiatique s'est développée. Les Japonais ont fait toutes leurs expériences là. Donc ils ont construit des gares gigantesques, des grands immeubles. C'est aussi là, à la suite ici, où ils ont construit leur camp d'expérimentation, genre Auschwitz. Ils ont fait toutes les expériences. Donc c'est un endroit qui est relativement développé, qui était une ville à la chinoise, haute comme ça il y a 15 ans, et maintenant c'est une ville totalement délirante, totalement extraordinaire, et qui contient architecturalement des choses stupéfiantes. Il y a des familiers de la Chine ici, imagine. En tout cas, vous connaissez le palais impérial dans la cité interdite. Il y en a un là aussi qui est à peu près la moitié de la taille de l'autre. C'est le palais impérial de la dynastie Qing, qui est encore largement en état, qui se trouve à Shenyang. Et il y a toute une succession de tombes absolument extraordinaires. Je crois que c'est là où les voyageurs l'année dernière ont fait le plus grand nombre de photos. C'est tout à fait stupéfiant. Et il y a une forte, très très forte
colonie coréenne, que nous n'avons pas beaucoup de temps de voir, mais qui est l'arabe du chinois. Le coréen de cette région-là, c'est le voleur, le truand, vous prenez un corse et un breton et vous avez un arabe chinois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le fond. Et comme d'habitude, quand une collectivité est ostracisée comme ça, elle s'ostracise tout seul. Et il y a une mafia coréenne absolument pratiquée. Mais si vous parlez coréen avec eux, ils sont très très gentils. Vous voyez ce qui arrive. La suite du voyage consiste à aller explorer tout le bord de la frontière. La frontière fait 850 km. La frontière sino-nord-coréenne. On vous a présenté comme étant un endroit qui ne se franchissait jamais. Aujourd'hui, ça se franchit très bien. Et dans quantité d'endroits, vous verrez sur au moins 50 km de profondeur une ville chantier tout le long de la frontière. Les Chinois se sont installés là et ils construisent des immeubles, du tourisme, Rotterdam, etc., etc. Pendant ce temps-là, l'ONU, ils disent attention, pampantutu, les Nord-Coréens, c'est pas gentil, on va se fâcher, etc. C'est une définition internationale du pipeau. Les Chinois, quand ils font du commerce, je crois qu'ils sont très clairs. Les Nord-Coréens, c'est la même chose. Et ça va devenir une région tout à fait extraordinaire. On trouve tout. Sauf une chose, des Occidentaux. J'envoie mes étudiants à coup de pied, les RDM. Ils s'amusent plus à Séoul parce qu'ils parlent anglais. Mais c'est une région dans laquelle, jusqu'à la capitale, il est dit là-bas, l'Occident, l'Europe, les États-Unis n'en parlent même pas, est totalement, absolument absente. Or, cette partie-là, c'est quand même la moitié du sous-sol du monde, et en particulier tous les métaux avec des noms bizarres, des Y, des ions, des trucs, qui sont dans vos téléphones, là, tous les métaux. D'après les chiffres de l'ONU de l'année dernière et ceux de la CIA, la Corée du Nord aurait, pour ces métaux bizarroïdes, qui font des sons de latin pour ceux qui ne parlent pas latin, un tiers de ces métaux extraordinaires. Ils sont aujourd'hui exploités par des Australiens qui obéissent, bien entendu, au boycott économique de l'ONU, et là, tous, on rigole. Ce sont des sociétés australiennes et des sociétés chinoises qui s'en occupent. Je pense que, sans faire de géopolitique à votre place, d'ici 4 ou 5 ans, du côté des programmes politiques anti-nord-coréens américains, il va y avoir des gueules de bois absolument extraordinaires. Je pense qu'il y a des tas de gens qui vont commencer à leur parler beaucoup plus gentiment. Quand le portable ne marchera plus, je pense qu'on discutera avec les endroits où on peut rebrancher la prise. Et ça, le régime coréen actuel le sait. Donc, sur quantité de sujets, il n'a pas besoin de bouger. C'est bien dommage d'ailleurs. Je suis bien désolé. Tant que c'est pour développer ce genre de choses, avoir des techniciens, avoir des tas de choses, ils peuvent le faire. De l'autre côté, politiquement, ils ne sont pas pressés. Les assiettes sont pleines, tout le monde est content. Ceux qui n'avaient rien hier ont maintenant à manger. Ils font ce qui s'est passé en Corée du Sud en 75-80. Les chats ne font pas des chiens, ça a très très bien fonctionné. Que ça fonctionne sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je n'en sais strictement rien. Vous verrez en Corée du Nord, si vous venez avec nous, que pour le moment, ça se voit, ça se développe, et que quantité de gens sont déjà là derrière pour arranger. Il y a, près de l'endroit où on loge à Pyongyang, une grande rue qui a été accordée à l'université de technologie. Ça fait moins 800 mètres de long, avec des gratte-ciel de deux côtés. Là aussi, des appartements colossaux. Et l'université a dégagé tous ces étages, tout ce qui est au-dessus du 5e étage, et c'est occupé par des enseignants américains d'informatique. Corée du Nord, tout est interdit, pas d'informatique, De l'autre côté, à l'université nationale, la numéro 2 du pays, ce sont des enseignants américains qui forment les Nord-Coréens à l'informatique. Si vous trouvez que les deux choses sont totalement contradictoires, elles le sont. Bien évidemment qu'elles le sont, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, on va dans un pays où ce genre de choses se passe aujourd'hui. Et dans ma propre université, donc l'université qui me semble, les moyens technologiques qui sont à la disposition des étudiants sont absolument extraordinaires. Les étrangers en ville pleurent parce qu'ils n'ont pas Internet.
ce n'est pas le cas des étudiants. Alors il y a un système, c'est ultra bloqué, c'est intranet, ils ont appris de leurs amis chinois comment empoisonner l'existence de tout le pays pour des trucs de corne-cul, enfin, je veux dire, des trucs qui sont interdits, c'est des livres de cuisine parce qu'ils sont japonais. Enfin, pourquoi? Quel est le crétin qui a pensé à ça? C'est simplement un gars dont le boulot est de dire non. Il est dans son bureau, c'est le bureau où on dit non. Ça fait 30 ans qu'il y est. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire est-ce qu'on peut avoir accès aux cours de cuisine japonaise? Il a dit non. C'est tout. Et de l'autre côté, ben, il y a un gars pas intelligent qui a oublié qu'il ne fallait pas taper à la porte du bureau où on dit non. Il fallait aller à la porte du bureau où on dit oui ou bien on parle d'autre chose. C'est comme ça que ça fonctionne en Corée du Nord aujourd'hui. Ne posez pas de questions à quelqu'un qui va vous répondre non. J'ai passé pas mal de temps ce matin avec un diplomate nord-coréen que je connais suffisamment bien et qui maintenant m'arrête quand je pose des questions et dit il ne faut pas me poser cette question-là. Pour pas arriver au moment où il va me dire non et c'est fichu. Donc je ne pose pas la question, puis j'ai un peu repéré qui c'est. C'est exactement comme ça que ça fonctionne en Corée du Nord. Alors, comme on ne dit pas je ne sais pas, comme on ne dit pas ce genre de choses, un professeur qui dit je ne sais pas à un étudiant, personne n'est content, alors que ça arrive tout le temps, on se lance dans une façon de faire qui consiste à orienter la personne, parce que vous pouvez très bien tomber sur des Coréens qui sont intéressés à ce qu'on vous dise oui, qui veulent aller de l'autre côté. Et pour arriver aux images, je terminerai par cet élément-là qui me semble pour moi le plus important. Si je devais donner un mot pour désigner la Corée du Sud aujourd'hui, j'emploierais le mot Sewol, le nom du bateau, en espérant qu'on l'oublie très vite ce nom. Pour la Corée du Nord, aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais je l'assume, et ne me jetez pas d'objets contondants, laissez-moi finir ma phrase, ce sera le mot concurrence. Alors, non, je ne vous emmène pas dans la Silicon Valley, non. Je veux dire simplement qu'en Corée du Nord aujourd'hui, exactement comme au Japon en 1945, exactement comme en Corée du Sud en 1954, toutes les anciennes grandes entreprises se sont reconstituées. Et au lieu d'avoir, en Corée du Nord, une entreprise qui fait des tableaux, une entreprise qui vend des poires, une entreprise qui vend des fixes chaussettes, maintenant tout le monde fait tout. Exactement comme les Chibols en Corée du Sud, qui font des bateaux et des fixes chaussettes. Tout le monde fait tout, avec plus ou moins de réussite. En Corée du Nord, ils ont décidé de faire la même chose. Personne ne dit non. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Donc vous aviez, vous répond aussi non, puisque lui, il a compris son plan, il n'est pas là pour vous inviter. Il a besoin de 18 000, il avait besoin de 18 000 personnes, il en a 18 000, vous n'entrez pas. Vous êtes prêt à payer 3 fois le prix, vous n'entrez pas. J'ai 18 000, il écrit 18 000. Et même chose pour le nombre d'étudiants à l'université, la production de charbon, etc. Ce qui a produit les catastrophes que l'on connaît dans tous les pays de l'Est sur les statistiques complètement bidons, gonflées, et chaque fois qu'on avait atteint le 18 000, hop, plus personne ne fichait rien, et résultat, le pays périclitait rapidement. En Corée du Nord aujourd'hui, chacun fait tout. Mes correspondants pour les bouquins, mon métier c'est ça, c'est le petit dernier bouquin nord-coréen, il vient de sortir, une anthologie. Je suis allé en Corée du Nord pour traduire ces gens-là. Je n'avais le droit de voir que des gens de la littérature. L'association des écrivains. Les traducteurs, non. Les représentants des auteurs, il y a 12 ans, qui eux-mêmes n'avaient jamais écrit une ligne. Maintenant, ils essaient de me présenter des gens qui ont écrit une ligne, mais qui ne se souviennent pas comment s'appelle leur livre. C'est un progrès. C'est un progrès pour moi. Mais je n'avais pas le droit de voir qui que ce soit d'autre. Maintenant, ces gens-là viennent me voir avec un dépliant pour me vendre des calendriers, des imprimantes, des programmes, des tablettes, des super tablettes, moi je ne les ai pas, avec des pièces chinoises et sud-coréennes qu'on assemble en Corée du Nord pour que je les achète et que je trouve des entreprises françaises qui les fassent. Qu'est-ce que j'y connais? Ils me considèrent comme eux, c'est-à-dire nous sommes tous des polyvalents absolus. Et donc, celui qui a vendu des fixes chaussettes pendant 20 ans et va pouvoir vendre des casseroles la semaine prochaine,
Il est exactement dans la ligne du pays. Il ne respecte aucune loi, il truque tout ce qu'il veut, il se met l'argent dans la poche, mais c'est ça la ligne économique du pays. Celui qui voudrait respecter le règlement, je suis tenté qu'il ait fait un effort pour l'apprendre, je ne vois pas du tout comment il peut se débrouiller. Et mes étudiants maintenant organisent leur propre truc, leur voyage étudiant en Corée du Nord, ils l'organisent avec l'association des écrivains. Imaginez leurs compétences en tourisme. Ils ne connaissent pas l'adresse des hôtels. Il n'y a pas de bottin à Pyongyang. Vous n'avez jamais l'adresse de quelqu'un, ça n'existe pas. Vous avez l'adresse officielle. Les 11 écrivains qui sont là-dedans n'ont pas encore leur contrat parce que la loi française exige la mention de l'adresse privée sur le contrat privé. C'est la loi française. Et mon éditeur ne veut pas faire 11 adresses bidons. Vous voyez, ils sont complètement coincés entre les deux. Il y a un système qui n'a pas bougé d'un millimètre, mais que, au moins aujourd'hui, plus personne ne défend. Ça n'empêche pas qu'il y ait une ligne politique, une ligne anti-américaine, une ligne anti-japonaise. Comme j'ai dit en plaisanterie tout à l'heure, si vous voulez vous sortir d'un problème en Corée du Nord, mettez ça sur le dos d'un japonais. Donc il y a quelqu'un qui peut en sortir, c'est oui, mais ça c'était imprimé au Japon. Oui, oh, bah, c'est normal. Tout le monde sera d'accord. Et puis les Japonais ne sont pas non plus blancs comme neige, si j'ose dire. Il y a un passé japonais en Corée qui est quand même assez monstrueusement pourri. Les résistances à se couper à la hache, au milieu de la hache à bois, hein. Et il y a pas mal de photos où il y a les diplomates étrangers qui regardent. Mais ça, c'est une autre histoire. On rentre en Corée un petit peu. Donc nous sommes en Chine. Je ne vais pas vous expliquer chaque photo et je ne vais pas vous dire, je le dis quand même, que pour des raisons techniques, ce sont mes photos. Et contrairement à la Corée du Nord où tout le monde fait tout, moi je suis traducteur, je ne suis pas du tout photographe. Mes enfants ne les ont pas vus. Donc c'est juste vraiment de la photo d'information, de la photo d'idée. Nous sommes du côté chinois, du côté de Dandong, dans cette ville qui se développe à une vitesse extraordinaire, c'est la gare du TGV. TGV. Et vous en avez une qui se trouve à Pyongyang, une qui se trouve à Kaesong, et une autre qui se trouve à Séoul. Et sur le quai, il y a marqué Paris, Londres et Lisbonne. Bonjour, ça va être fait. Nous, on se marre. Hein. On prend les paris 4 ans 5 ans Non. Pas plus. Ils sont en train de faire le gazoduc qui va de Sibérie en Corée du Sud et qui va traverser la Corée du Nord, pays en guerre, et qui ira au Japon derrière. C'est signé. Ce sont les entreprises de Corée du Sud qui vont le faire. Et la Corée du Nord, eux, ils s'installent au péage. Et c'est signé par tous les signataires des sanctions contre la Corée du Nord. Moi, je veux bien. Mais abuser la galerie, c'est un sport national, olympique, diplomatique. Alors, est-ce que tout ça est contradictoire? Encore une fois, oui. Je ne vous dis pas des choses contradictoires. Je constate des contradictions. De l'autre côté, là-bas, on ne voit pas très bien, il y a la Corée du Nord. La particularité de cette photo, c'est qu'on voit la Corée du Nord. Il y a très peu de temps, il n'y avait absolument rien. C'était noir, pas une seule lumière. Et du côté chinois, ils s'étaient amusés à faire la fête à neuneux, avec des lumières absolument partout pour faire nanana, nous on a la lumière, vous n'avez pas. C'est entre vieux alliés. C'est comme les vieux couples, il peut se faire des farces, une fois de temps en temps. Maintenant, de l'autre côté, pourquoi c'est éclairé, pourquoi ça marche? Ce sont les Chinois. Il y a 2 énormes îles avec des trucs aériens, etc. Ce sont les Chinois qui développent les côtés. Et ils ont la Terre pour 50 ans. Qu'est-ce qui se passera dans 50 ans? Personne n'en est rien. Bonjour, l'idéologie nationale, il n'y a pas de troupes étrangères en Corée du Nord. La police est faite par la police chinoise sur le territoire nord-coréen. Débrouillez-vous. Je ne suis pas chargé de régler les problèmes de conscience des policiers nord-coréens. En tout cas, vous avez ici le pont, pour l'instant l'unique pont par lequel on passe de l'autre côté. Et je crois que tous les voyageurs l'année dernière ont été absolument stupéfaits de voir l'intensité du trafic qu'il y a sur ce pont maintenant. C'est vraiment un jet continu. Et l'immense majorité du trafic qui est là est un trafic individuel.
Donc débrouillez-vous. Donc la plupart des gens passent à pied. Porte-manteau. Les hôtels du côté de Dandong sont très difficiles d'accès. Les hôtels pas trop chers sont absolument pleins à craquer de Nord-Coréens s'atterrir dans 95% des cas des Nord-Coréennes. Au départ, pour éviter que les gens se sauvent, on envoyait les femmes. Puis maintenant, alors, on sait très bien qu'elles reviennent, et elles sont quinquagénaires plus. Les ménagères de plus de 50 ans. La loi, il y a une loi, c'est toutes les activités commerciales libres sont autorisées librement, sans aucune limite, aux femmes de plus de 50 ans. C'est assez marrant de sortir une loi comme ça, et c'était pendant ce temps-là, parce que les plus jeunes, il faut qu'elles en pays, il faut qu'elles fassent des lardons, des élevés, le mari c'est une force, on ne va pas libérer la campagne, bon, c'est plus vrai. La femme de plus de 50 ans, en gros, dans l'économie nord-coréenne d'il y a 10 ans, elle ne fichait plus rien. Elle a été écrasée de boulot, mais elle n'était pas productive. Donc, qui va être productive va acheter des soupières et revend des produits électriques et autres en Corée du Nord. Et il y a quelqu'un qui a réfléchi. Je suis en train de vous dire d'un cynisme absolument colossal. C'est l'école grecque du cynisme. Et j'essaie de... Là, ne cassez pas le thermomètre. J'essaie simplement de rendre compte d'une chose. On s'en rapproche. L'ancien pont bombardé par les Américains, ici c'est celui qu'on prend, le pont bombardé par les Américains, donc on peut le visiter, il a été reconstruit après la guerre, et puis après, pour montrer que les choses allaient mal, on l'a redémontré pour montrer ce que les Américains avaient cassé. Oui, on a qu'un seul pont, on a encore démonté que. Mais c'est rigolo, c'est intéressant, et là on voit quand même que la ville commence à grimper de l'autre côté. Le voilà, le fameux pont, qui est cassé, qui a été bombardé. C'était le jour où on était à, vous en souvenez peut-être, un chouillatissime de la guerre entre les États-Unis et la République populaire de Chine, dont vous vous souviendrez peut-être que quand elle était venue en Chine, elle venait de naître, puisque la proclamation à Pékin c'est 49, et l'entrée des Chinois dans la guerre c'est 51, et la fin de la guerre civile des Chinois sur le territoire chinois c'est 59. Ils atteignent le bout du Tibet qu'en 59. C'est-à-dire, autour de Pékin, c'est libéré, Shanghai est libéré, eux appellent ça libéré, mais la Chine est en guerre sur son propre sol, dans sa propre guerre civile, et ils entrent en guerre, ils entrent dans le conflit coréen, parce que vous savez que dans la première partie de la guerre, l'armée de Corée du Nord a complètement ratatiné l'armée de Corée du Sud sous un petit coin. Ce qu'on appelait l'ONU à l'époque, c'est-à-dire l'ONU sans l'URSS et les alliés qui ne siégeaient pas, est entrée, l'armée américaine est remontée jusqu'à la frontière, et ils ont quasiment atteint la frontière chinoise avec des bombardements, un certain nombre de bombardements qui ont largement dépassé la frontière. Les Chinois ont dit non, 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 non. Le ton est monté, c'est arrivé au moment où MacArthur a demandé à... Le président ? Oui, Truman a demandé à Truman l'autorisation d'envoyer des bombes nucléaires tactiques, et Truman lui a dit l'heure de la retraite a sonné, pas seulement sur le terrain, mais tu rentres aux États-Unis. Et puis ensuite, les troupes chinoises ont attaqué, et on s'est retrouvé en gros à la situation de départ, avec 3 millions d'êtres humains en moins. Il reste en Chine, pour les collectionneurs de vieilles pierres, il reste des bouts de Mao, comme devant la gare. Il n'y a que nous qui prenons la photo. Il n'y a presque pas de touristes à Shenyang, donc les t-shirts Mao Révolution culturelle, il faudra les acheter à Pékin. Mais bon, voilà, c'est comme ça que la ville se développe aujourd'hui. Pour le reste, tout n'est pas sexy, mais ce n'était pas le but de cette photo. Ça, c'est pour vous montrer ce que Dandong jusqu'à Jian de l'autre côté est devenu la frontière côté chinois. Donc, quand on vous dit les Chinois sont en pétard avec les Nord-Coréens et ils ne vont pas développer les relations et rien ne va se passer, c'est peut-être pour faire joli, c'est peut-être un décor d'opéra, mais des immeubles comme ça, je ne les ai pas comptés, mais il y en a à voir, je ne sais pas, 500 000 d'un bout à l'autre de la frontière. Si ce n'est pas pour loger des Chinois, je demande pourquoi c'est fait.
Et la Mandchourie, c'est grand. Les espaces vides, c'est assez terrifiant. Bon, il y a quelques petites heures de bus où on a le temps de penser à sa douce jeunesse et aux amis disparus. Hein. Là, c'est extraordinairement construit. C'est tout à fait étonnant. Alors, Shenyang, je passe rapidement. La cité interdite, tout à fait extraordinaire. La cité de Qing est une cité donc d'une population à l'origine mandchoue. Donc, ils regardaient ça, et puis ils faisaient comme Kadhafi autrefois, ils mangeaient là, et puis ils allaient dormir dans une tente à côté. Donc, il y a une partie du palais qui sont des espaces rien n'est construit, parce que ces gens-là ne vivaient pas dans du dur ou dans du solide. Mais c'est extrêmement beau, et contrairement à ces exemples-là, ça permet de faire des très très belles photos. Soit pour ceux qui savent faire des photos, soit pour ceux qui ont un appareil qui prend des photos toutes seules. Voilà des constructions typiques des Mandchous à l'époque, et ce sont des choses extrêmement intéressantes. Bon, on a beaucoup travaillé. Voilà le centre-ville de Shenyang. C'était, il y a 5 ans, il n'y avait pas un bâtiment. Enfin, il y avait les bâtiments japonais. Tout ça construit. Et donc, c'est une ville où vous pouvez avoir un hôtel à la chambre à 400 €, et à côté, vous avez la pension coréenne, pension complète à 4 €. Personnellement, mais vous êtes plus fort que moi, économiquement, je ne sais pas comment ça marche, le pays vous rêve 400 €. Si ça coûte 400 €, celui qui gagne 4 € avec ses frais, je ne sais pas comment il vit. Mais il va certainement y avoir une raison. J'apprendrai au prochain voyage. Descendons rapidement, on maintient tout à la frontière. La civilisation Koguryo arrive. Ça, c'est une photo de photo, parce que je n'ai pas l'appareil, ça, c'est à l'extérieur. C'est une région où il y a énormément de tombes. Heureusement, merci aux anciens Coréens d'être morts. Grâce à ça, nous avons des grands trucs extraordinaires archéologiques à visiter, en particulier les pyramides, qui sont des transformations que vous verrez sur place, en fait, de dolmens. À l'intérieur, dedans, il y avait une construction qui est un dolmen et qui petit à petit a été recouvert. Il y a 3000 fois plus de dolmens et de menhirs en Corée du Nord et en Corée du Sud qu'en Bretagne. Il y a une vieille tradition. Et les tombes sont peintes. Et elles sont tout à fait extraordinairement peintes, alors avec des difficultés très difficiles, c'était des longues négociations, parce que tout ça est maintenant protégé par l'UNESCO, classé par l'UNESCO. Il y a des choses qu'on visite, il y a des choses totalement interdites. Vous entrez tout seul, et vous regardez bien briquet. Il y a d'autres endroits, vous êtes dans du plastique, vous ne voyez rien, mais ça peut être extrêmement variable, et tout ça est l'application des mêmes règles de l'UNESCO. La frontière sino-coréenne, un des grands moments de découverte de notre groupe l'année dernière a été une petite escalade sur la Grande Muraille. Alors, la Grande Muraille, vous l'avez vu peut-être à Pékin, il y a un morceau qui descend jusqu'à la frontière coréenne, dont parle Marco Polo. Il n'y a pas été, mais il parle Marco Polo pour les vrais lecteurs de la Bible. Le nom de Gog et Magog peut dire encore quelque chose. Ce sont les tribus les plus à la fin de la terre qui marquent la limite de la terre créée par Dieu, et tout ce qui est derrière, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas forcément vide, mais il y a des peuples qui sont Gog et Magog. C'est le nom qu'on leur a donné. Et là, quand on est là, c'est l'horreur absolue. Et les Chinois de l'époque étaient Mandchous, qui eux, donc, à l'est de Pékin, se sentaient très visés. Puisque tout ça, c'était à l'est. Et donc, ils ont imaginé qu'il y avait plus à l'est que. Il y a toujours l'arabe de l'arabe de l'arabe, et l'arabe dans ce cas-là, c'était les Coréens. Donc, ils ont construit une grande muraille qu'on explore. Alors là, on a souffert. Voilà, tout à l'heure, c'est comme ça. Là, on a beaucoup bavé. Et il y a un moment où on arrive au-dessus de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, et la rivière fait 1 mètre. Et il n'y a pas de grillage. Et c'est assez stupéfiant quand on pense à toutes les images qu'on a sur la Corée du Nord. Donc on les a déclassés. Ça, fait partie de la grande ville de Xi'an, où on passera une nuit, on est au bord du fleuve, on mange. Bon bien. Et il y a quantité de vieilles forteresses et de tombes
qui sont visitables et visités par absolument personne. Pour ceux qui connaissent la Chine, le chauvinisme grand Han, c'est-à-dire le chinois, c'est quelque chose. S'intéresser à la culture de tel comment, c'est impensable. Donc les musées sont vides. Là, il y a derrière, je crois qu'il y a une photo, il y a 150, 160 pyramides qui se visitent, tu vois. Un chinois. Il y a les chiens du coin qui se baladent. C'est, voilà. Vous voyez le nombre de Chinois qui vous empêchent de voir le paysage. Et là, il y en a plein. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à faire des explorations archéologiques. Quand on explore les tombes de ses propres ancêtres, on doit, je pense, faire un tout petit peu attention. À la Toussaint, on peut mettre des fleurs sur la tombe de Mémé. Quand c'est la tombe du voisin, bon, pas un coup de balai. C'est la vie, hein, je suis désolé. Là, vous voyez, les Chinois sont absolument passionnés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coréen. La ville est intégralement bilingue. Tout est écrit en 2 langues. Et pour parler coréen, il faut être un dingue comme moi et passer des jours et des jours et des jours à reconnaître des Coréens, à revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois au même endroit pour que le 3e, 4e jour, ils acceptent de commencer à parler coréen. Mais c'est être coréen en Chine, emmerdement garanti. Lui, il a une tête d'espion américain. C'est trop. Et beaucoup de gens qui sont là ne sont pas en situation légale. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Par définition, personne ne peut être en Chine de façon légale. Ils sont là de façon tolérée, même éventuellement encouragée. Mais personne n'a dans la poche un papier qui lui dit « tu as le droit d'être là ». Donc il y en a qui passent, il y en a qui sauvent, il y en a qui restent, il y en a qui vont faire des stages, il y en a qui vont gagner leur vie, il y en a qui reviennent, il y en a qui vont donner leur papier à quelqu'un qui prend leur place. Un Coréen de Chine qui va passer 6 mois en Corée du Nord, à la place d'un Coréen de Corée du Nord qui va passer 6 mois en Chine, et après, hop, on se repasse le papier de l'autre côté. Ce sont des situations qui sont tout à fait extraordinaires. Pas devant les gens, pas devant les Chinois. Quand petit à petit on arrive à les amadouer, on commence à apprendre des choses. Mais il est arrivé, ça fait 7 ans que je vais dans le même bistrot dans la capitale. Et le bistrot est coréen, ils regardent la télévision coréenne, ils parlent coréen entre eux, je commande en coréen, et ils attendent que je commande en chinois. Pas très compliqué à faire. Et non, coréen, c'est à nous. C'est notre défense, c'est notre rempart anti-chinois, et on ne va pas commencer à faire des trucs dedans sous prétexte qu'un touriste français est pas content. Et ça explique des comportements assez généraux face au monde. Après tout, ce sont les Américains qui sont visés. En gros, je suis américain. Et heureusement que j'ai mes papiers spéciaux et ma casquette spéciale prof d'université qui lui semble, que je porte. Là, tout comme en Chine, autrefois, avec la révolution culturelle, j'avais le badge de mon université et il y avait un endroit où j'avais le droit d'entrer. Et puis ceux qui n'étaient pas d'accord politiquement n'avaient pas le droit d'entrer. Dans les années 70 en Chine, il y avait des trains de gauche et des trains de droite. Non, quand on quittait Pékin, on prenait le train le matin. L'université de Pékin qui était à côté, qui était nos ennemis, prenait le train l'après-midi. Et il n'était pas question de mélanger. Là, en Corée du Nord, je suis sûr que c'est pas du tout loin. Voilà. La terrible frontière coréenne. Elle a été terrible, elle a été épouvantable. Des dizaines de milliers de personnes ont été bousillées pour des conneries totales sur cette frontière. Si, attention, mélange pas les choses. Mais heureusement, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est ça aujourd'hui. On a pris la photo au mois de septembre l'année dernière. Il n'y a pas réfléchi, rien. Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup les explications pour des gens en anglais et en chinois, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument pas l'intention de passer la frontière. Il faudrait que ce soit écrit en coréen. Là, on dit à des gens, ne franchissez pas la frontière que vous n'avez pas du tout envie de franchir.
La bonne nouvelle en Corée du Nord, c'est la lutte à la frontière, le retour de formes religieuses. Alors je ne dis pas que le retour de formes religieuses en soi, c'est bon, non. De formes religieuses sortant spontanément de pratiques de gens qui n'embêtent personne, c'est forcément une bonne chose. Et le chamanisme en Corée du Nord, on en parlera une autre fois, puis peut-être qu'un jour on fera nos voyages en Sibérie, c'est quand même une chose tout à fait extraordinaire. Et en Corée du Nord, on commence à ne plus les cacher entièrement. En Corée du Sud, le gouvernement dictatorial dans les années 50 a voulu supprimer le chamanisme, et les chamans ont eu une idée géniale. Elles ont créé l'association des chamans anticommunistes. Et donc elles sont devenues une association pro-gouvernementale pratique. Elles sont 50 000 50 000 personnes qui vous font rencontrer des esprits. Et tout le monde y croit. Hein. Le Coréen qui me dit, moi, les chamans, vous ne jouerez pas des parents d'étudiants la veille de l'examen d'entrée à l'université. Ils sont tous en train de prier de l'eau. Le plan national, une des souffrances de mes voyageurs, sauf des habitués du Sud, mais les autres ont eu beaucoup de mal, c'est épicé. Enfin, pimenté. C'est pas forcément fort. Mais la manie coréenne, la conservation à la coréenne, c'était pas l'huile, c'était pas le sel, c'était le piment. Et donc il en est resté une fascination pour ce qui est pimenté. Et nous n'avons pas réussi l'année dernière à expliquer à nos guides que la troupe française fallait faire preuve de développement de l'amitié entre les peuples, sinon le président Hollande allait envoyer un mot. Et puis les palais français sont chipoteurs quand même. Pas quand même dans les voyages, mais il ne faut pas en mettre beaucoup pour qu'ils appellent leur avocat quand même. Alors en Corée du Nord, ben, c'est extrêmement pimenté. Et des Français qui voyagent à l'étranger sans supporter du tout la cuisine locale, moi j'ai toujours un doute. Ça ne va pas être très français. On arrive à Pyongyang, vous venez de faire 6 heures de train. Mais il y a le pique-nique dans le train, ne vous inquiétez pas. On arrive à Pyongyang avec ces bâtiments assez extraordinaires. Les plus surprenants sont ceux qui ne marchent pas du tout. Ça, c'est l'hôtel qui est bloqué depuis 12 ans. J'ai été 3 fois à l'inauguration. Ça a commencé à l'époque de Kim Il-sung, ils n'ont pas continué, mais ils ne peuvent pas l'abattre puisque c'est lui qui l'a construit. Donc il n'y avait plus d'argent. Bouygues a pris le contrat qu'il a rendu tout de suite. Et ensuite, une entreprise égyptienne a eu le contrat des portables en Corée du Nord en échange de l'obligation de fermer ça. Et donc maintenant, en Corée du Nord, tout le monde a un portable, c'est tout à fait stupéfiant. Et du jour où les Coréens ont tous eu un portable, les Nord-Coréens ont retiré le contrat. Concurrence, libéralisme, oui, mais bon, les règles, on les étudiera plus tard. Voilà. Donc ils ont été là, donc ils ont été virés, et à nouveau, ce grand bâtiment est bloqué à leur profil, c'est tout en construction, c'est tout à fait extraordinaire. J'ai fait 3 inaugurations, j'ai choisi une chambre, mais voilà. Peut-être la prochaine fois, notre groupe pourra-t-il y aller. Entre tout ça, eh ben, il y a des Coréens qui vivent, qui existent, qui ne sont pas tous des pantins. Il n'y a pas 22 millions de Coréens du même modèle, et le petit film qu'on prépare pour Arte en ce moment va prendre à cause de ça le titre totalement scandaleux de Pyongyang s'amuse. C'est-à-dire les Pyongyangais, ça fait 4 anglais ça, rigolent. Et en particulier le dimanche, où on sort son radiocassette et on va chanter et danser. Tout le monde danse. Le problème, c'est qu'en général, chaque groupe a sa musique. Alors, ça fait un peu postmoderne, mais c'est assez rigolo. Vous ferez des visites obligatoires qui ne sont pas sans intérêt, parce qu'il faut aussi, en Corée du Nord, passer par ce qu'ils veulent montrer eux. Ça a un sens. Donc là, puis ça ressort là tout de suite. Mais bon, donc forcément, c'est la maison où Kim Il-sung est né, où son père était là, où son grand-père était déjà révolutionnaire, où son arrière-grand-père lui-même a chassé un bateau américain. Ok, bon, allez, raconte si tu veux. Et c'est là, en bas, où il y a l'Arc de Triomphe, où Kim Il-sung a lancé la révolution, enfin, l'armée rouge
nord-coréenne en 1925. Et c'est vrai qu'il y a des actes militaires en 1925 très forts. Ils ont gagné en 1912. Relative précocité. Donc ben, vous prenez ça, vous l'avalez, vous discutez, et vous vous promenez donc en ville avec cette nouveauté absolue, ça a l'air de rien, mais la CIA va me l'acheter. Il n'y avait aucun panneau indicateur en Corée du Nord et aucune carte, de façon à ce que les ennemis ne viennent pas nous embêter. Les cartes routières en Corée du Sud datent du début des années 80, il n'y en avait pas avant. C'est donner des renseignements à l'ennemi. Si l'ennemi arrive en Corée du Nord et qu'il n'a pas sa propre Google Maps, ça ne doit pas être un ennemi extrêmement dangereux. Et il reste, donc j'ai été, alors là je peux le dire à la première personne, dans notre voyage, j'ai été extrêmement surpris de la découverte des quelques morceaux qu'ils ne connaissaient pas, qui n'avaient pas été encore ouverts entièrement, et en particulier les temples. Le discours qu'on avait en Corée du Nord, c'est que tout ce qui était à la surface avait été détruit, et c'est vrai pour Pyongyang. Pyongyang, il restait une. Ça ne fait pas beaucoup. Mais à la campagne, tout n'a pas été systématiquement détruit, en particulier parce que le front est passé très vite. Au sud, ça a été très long, donc ça a beaucoup cassé. Au nord, le front est passé très vite. Et même quand on casse tout, ça prend du temps. Donc on a vu des temples qui étaient, je trouve, absolument extraordinaires. Après, c'est la découverte de la campagne. Pour l'instant, ce n'est pas encore le point le plus fort du voyage parce que les bureaucrates de la campagne ne sont pas très sûrs. Néanmoins, on a vu plages, communes populaires, montagnes ouvertes et tout, des choses tout à fait extraordinaires qu'on ne voyait pas il y a 2-3 ans. On a eu le temps qui se promènent de partout. La visite à la fameuse usine démilitarisée, mais c'est vraiment pour le principe parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune négociation. Donc vous pouvez visiter, ici on est côté nord naturellement, la frontière passe ici. Les bâtiments gris c'est nord, les bâtiments bleus c'est le sud. Et on peut faire des visites soit du côté du sud, soit du côté nord. La visite côté nord c'est vraiment dimanche à la campagne. Côté sud c'est très... Si on marche ici, on vous explique, les Américains vous font visiter, pas les Coréens. Les Sud-Coréens n'ont pas le droit de venir là. Si vous mettez le pied sur cette barre-là, vous allez déclencher personnellement la Troisième Guerre mondiale. Vous avez peut-être intérêt à réfléchir avant de poser le pied. C'est un petit peu un Luna Park de l'Afrique. Il n'en reste pas beaucoup. C'est Checkpoint Charlie à la nord-coréenne. Donc on y va, mais parce qu'on est à Kaesong et qu'il y a la ville royale et qu'il y a beaucoup plus de choses à voir. Après, dans cette région-là, c'est ce qu'il y avait beaucoup en Corée du Nord, des autoroutes extrêmement larges qui ne sont pas très usées par les véhicules. Il commence à y avoir un réel trafic. Et le soir, il y a des petits embouteillages à Pyongyang. C'est pas Paris, mais je ne sais pas si c'est un but dans l'existence d'avoir des embouteillages. Des extraordinaires restes archéologiques, en particulier la tombe du roi Pyongmin, un roi très intéressant puisqu'il est enterré avec sa femme. Un confucianiste qui, au 5e siècle, fait une tombe égale pour lui et pour sa femme. Il faut des exceptions. C'est Akhenaton. Donc voilà quelques exemples de temples tels qu'on les trouve en Corée du Nord et qui, pour les aficionados, sont assez notablement différents de ce qu'on voit au sud. Et en approchant de la côte est, et en particulier des montagnes comme Gangsan, de la côte, on verra sur la carte tout à l'heure, de la côte, celles qui font la frontière avec la Corée du Nord, on arrive dans des paysages qui sont assez extraordinaires. Et ce sont les seules photos que je montre à mes copains sud-coréens, parce qu'ils ne voient pas qu'elles sont moches, ils ne voient rien du tout, ils pleurent. Mais avant la photo, je vais te montrer les monts Kumgang. Oh, c'est le symbole de ce qu'on leur a enlevé. Voilà. Vous coupez la France en deux, vous mettez Chamonix au nord et les skieurs au sud. Ah ben non, il y a un problème, ça ne va pas. C'est pas ce qu'on a dit. Et donc c'est absolument extraordinaire. Et on va dans les montagnes en Corée du Sud, on va visiter quelques
bout de montagne, le sud de cette chaîne, il y a des embouteillages pendant les vacances, il y a des centaines de milliers de personnes. De Séoul à la côte est, il y a une file de voitures. Pour aller voir les érables rougir, comme en Corée du Nord, dans le tout petit bout de montagne qu'on a au sud. Pour vous dire à quel point ça va faire sur le système. Là, en coréen, on dit tap-tap. C'est la preuve matérielle, minérale de la division. Et puis, je vais vous dire comme ça. Le pays continue à se développer, ça c'est le grand plan de développement du tourisme, peut-être on sera logé là cette année. Donc il y a pas mal d'exhortations, et qui sont de moins en moins des exhortations politiques. Les communes populaires, donc on visite des communes populaires qui sont jolies, mais en général, le régime a toujours fait en sorte que les paysans aient un logement assez chouette. Donc tout ça se visite, tout ça est intéressant. Ça, c'est ce que vous trouverez au bord de toutes les routes du pays au mois de septembre, c'est assez stupéfiant. À l'intérieur d'une maison, nous, il faut pour vous montrer qu'il y a des vrais morceaux de touristes dans le yaourt, on y a été, ils sont vivants, il y en a un qui est là, donc c'est un vrai, vous pouvez toucher. Et donc nous avons été accueillis dans une maison très chouette, où ils avaient une énorme truie qui était affalée, qui devait faire 450 kg, c'était celui de la directrice du village, mais c'était un village tout à fait intéressant, riche, certes, mais tout à fait passionnant. Là, c'est l'endroit où on leur a demandé pour l'année prochaine de nous faire un logement chez l'habitant. Nous sommes à l'intérieur des montagnes, et à l'intérieur des montagnes, il y a une sorte de dépression, comme dans un volcan. Et dans cette dépression, il y a des petites villes qui sont installées, qui sont merveilleuses, absolument extraordinaires, entourées de Bouddhas sculptés dans la roche. Je dis, mais c'est là qu'il faut s'installer. En fait, vous n'allez pas nous renvoyer le soir dans l'hôtel avec les businessmen chinois. Il n'y a rien, il n'y a personne, tout est froid. C'est là qu'il faut nous mettre. Et pour eux, c'est pas assez bien. On ne met pas un touriste là-dedans. Voilà un petit exemple des montagnes. On va faire des photos de montagne. Là, il faut être très bon photographe. Mais dans ces montagnes, il y a des temples qui sont absolument superbes. Il y a des ermitages pays pour crapahuteurs. Mais notre aînée avait 79 ans et elle m'a assez souvent largué dans la côte. Donc ça n'a pas été difficile. Voilà, les Bouddhas sculptés comme ça, il n'y en a pas à chaque coin de rue, mais dans cette région du pays, il y en a énormément. Ça, c'est pour un amateur de ce genre de choses, ce seul endroit-là vaut le voyage. Moi, je ne le Corée que pour ça, et puis je peux revenir. J'en profite pour faire mes courses à Pyongyang, mais ça, c'est absolument extraordinaire, et c'est sculpté tout autour d'un bout à l'autre. Vous pourrez aussi voir des choses qui sont mises à débat. Donc, la station de sport d'hiver, mais l'hôtel était bien. On était tout seul dedans. On avait du mal à trouver la piscine, tellement c'était compliqué à trouver, mais c'est bien. C'est bien, c'est tout près de l'eau. Quand il y a de la neige, c'est très bien. Et puis de l'autre côté, ils font des choses un peu trop bien. Donc ils construisent aujourd'hui des temples bouddhistes pour montrer qu'il y a liberté et pour, si vous connaissez la statuaire bouddhiste, je ne sais pas que ça fait monument aux morts pour Jeanne d'Arc. Théologiquement, canoniquement, c'est le total, vraiment. Et donc, la dernière fois, ils l'ont fermé. J'ai tellement rigolé. Je suis tellement moqué d'eux en disant, mais c'est un traître qui a fait ça. Quelqu'un qui veut saboter le combat. Donc ça a été fermé 2 ans, mais ils l'ont rouvert parce qu'on a pris la photo. Mais c'est... je sais pas. J'ai pas de mots non grossiers pour déterminer cette chose. Il y a... le crime esthétique existe. Il y a des choses qui devraient être punies. Bon. On rentre sur Pyongyang. Voilà la rue dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la rue des scientifiques, qui est toute neuve. On n'a pas le droit de prendre la photo parce que ce sont des militaires qui travaillent. Donc tout ça, c'est peuplé de scientifiques, puisque c'est la nouvelle règle dans le pays. Tu fais des sciences, tu auras un salaire, tu auras des voyages, tu auras un boulot, tu auras un appartement. Tu fais pas de sciences, tu n'auras rien. Et les nouvelles, les films racontent ça, c'est-à-dire le conflit qu'il y a dans des nouvelles familles coréennes, dans un couple où l'un des deux s'est mis à bosser, ou à continuer à bosser, à se former techniquement pour être le meilleur technicien, et l'autre, pépère, va continuer à travailler à l'usine. Celui-là, c'est le mauvais.
Il y a 20 ans, c'était le héros du peuple, l'ouvrier. Non, l'ouvrier qui continue à aller à l'usine sans être devenu un technicien devient quelque chose comme pas loin d'être un traître. Le contraire existe aussi. Il y a l'ouvrier qui ne veut pas grimper parce qu'il sait qu'il est le seul à pouvoir préparer les machines. Alors que tous ses copains sont en train d'aller faire des carrières sexy à la ville. Et donc dans ce cas-là, c'est lui qui devient bon. Mais dans tous les cas d'espèce, il y a la société moderne a quelque chose à voir avec les sciences, avec la technique, et ceux qui apportent le plus de sciences et de technique, l'avenir leur appartient, ou on va les aider. C'est-à-dire, financièrement, matériellement, voilà la traduction des choses. Tu es scientifique, tu l'habites. Et c'est pas des petites choses, hein. Ce sont vraiment des immeubles. Ça, je l'avais prise, mais il faudrait en parler. Quand la Corée a eu tous ces problèmes d'énergie, ils ont transformé le pays en Finlande artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont creusé des lacs, ils ont causé des barrages absolument partout. Et en montant vers les monts Myohyang, on longe une rivière où, sur cette seule rivière, il n'y a quasiment pas de flotte, il y a 14 barrages. C'est des barrages de gouttes d'eau. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Des choses qu'on trouve. Au retour, c'est Pékin. C'est le palais d'été. Donc la dernière nuit, pour des raisons d'horaire, on passe une journée à Pékin, et de façon à ne pas perdre notre temps et à faire en sorte que même les photographes totalement nuls qui appuient sur le bouton du déclencheur sans le faire exprès fassent des belles photos. Parce que là, c'est pas possible de rater. Et donc, si vous devez montrer vos photos en rentrant à Tata Germaine ou à Cousine Rita, parce que là, vous êtes sûr de le faire. Après, vous pouvez mentir et dire que c'est de la Corée. Là, après, ça vous regarde. On revient à la carte. Donc, notre voyage consiste en 4 jours, en Chine, avec pas mal de déplacements, mais des hôtels extrêmement chers. On n'est que des très bons hôtels. Et puis, on a bien mangé. Ce n'est pas du tout. Ensuite, ce trajet en train pour nous emmener à Pyongyang, avec une visite approfondie de pas mal de choses, et 2 séries de trajets. Ce trajet que nous avons installé, qui n'existe pas dans les autres voyages, qui consiste à aller passer le Grand Pont. On dort dans une station thermale, pour ceux qui ont des problèmes de pompe. Et on va se promener dans la montagne pour voir des temples assez extraordinaires. Et on redescend doucement sur la ville de Kaesong. C'est là où il y a la zone démilitarisée, dite démilitarisée, qui veut dire donc sur-militarisée. On est obligé de repasser par Pyongyang, par là, et ensuite, en 2 trajets, nous descendons dans les monts Kumgang, il y a des Bouddhas tout à l'heure, et cette partie que nous ouvrons cette année, ils acceptent d'ouvrir, et qui consiste à remonter sur toute cette côte. Donc d'ici à là, à peu près, il y a le plan de développement du tourisme nord-coréen. Ils veulent 1 million de touristes cette année. Et là, ça fait rigoler. Vous imaginez que les touristes, c'est des Chinois, et que les Chinois sont 1,5 milliard. Donc 1 million sur 1,5 milliard, c'est peut-être pas impossible. D'ailleurs, ils sont déjà là. Et il y a des plages qui sont absolument superbes, et construisent des hôtels d'un bout à l'autre. Espérons que ça va être fait de façon à peu près correcte. Ils visent aussi la clientèle japonaise, donc il y a déjà pas mal de golfs qui sont installés. Et l'autre intérêt, c'est pour ça que j'ai poussé un peu, bon, il y a des tas de choses archéologiques et anciennes, mais c'est que cette partie-là, ici, c'est tout ce qui a été martyrisé de 1994 à 2000. C'est la famine. C'est cette partie du pays qui a été abandonnée. Le régime, et je vais terminer, le régime s'est retrouvé avec... il a perdu 1/3 de sa richesse, de sa production, et donc la question c'était, est-ce qu'on donne 2/3 à tout le monde aura faim, et qu'est-ce que c'est que des aviateurs qui n'ont pas fini le petit déjeuner, là, ou alors est-ce qu'on nourrit 2/3 du pays, et puis le dernier tiers, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Alors là encore, j'ai encore crevé le plafond du cynisme, c'est atroce, mais cette région-là du pays, elle s'en est sortie avec, je ne sais pas combien de morts, je ne peux pas le dire, personne ne sait, mais beaucoup. Mais elle s'en est sortie en se débrouillant et en refaisant comme on faisait au Moyen-Âge, avec des associations paysannes, des villes qui se sont recréées. Ils ont supprimé les communes populaires, ils ont fait des communes villageoises,
c'est que la propriété collective de la famille. Donc 10 maisons, 3 tontons, 4 tatas. Et les autres, on n'en parlait pas. Et ce sont ces gens-là qui ont commencé à passer en Chine, et en bousculant, et en se débarrassant des militaires qui empêchaient de passer. Donc ils ont d'abord été fusillés, puis condamnés à la prison, puis condamnés à 3 mois de cajot, et puis après, ils sont passés avec les flics. Et cette partie-là continue à vivre comme ça. Alors, j'en ai pas beaucoup de détails, je connais la zone économique spéciale en haut, je connais le bas. Pour le milieu, je parle en fonction de témoignages que je connais, et de ce que les Nord-Coréens disent aujourd'hui, et de ce qu'ils racontent dans leurs nouvelles. Le prochain volume est un volume consacré à comment on est sorti de la famine. Dû aux méchants américains, ok, on a compris. Comment on en est sorti. Et toute cette partie-là, c'est la partie où aujourd'hui, coup de génie politique ou ânerie totale, je ne sais pas, mais c'est la partie que le pays a choisie pour être, au contraire, le phare économique. Toutes les réformes économiques, toutes les nouvelles choses s'installent là. On met le meilleur dans ce qui a eu le pire. Alors, est-ce que ça va permettre de sortir plus rapidement de l'ornière? C'est le pari. Est-ce qu'on sait encore travailler? Est-ce qu'on peut travailler dans les domaines modernes quand ça fait 20 ans qu'on n'a pas touché de machine? La question se pose aussi. Je n'aurais pas du tout de réponse technique à ça. J'en ai une simplement pour terminer, pour essayer de vous montrer comment le pays bouge. J'ai plein d'étudiants et je fais partie des cinglés qui s'occupent de leurs étudiants, donc qui ont abandonné l'enseignement. Et j'emmène mes étudiants en Corée, ils travaillent là-bas, ils étudient là-bas. Et on a proposé à la Corée du Nord d'ouvrir une école de langue pour le tourisme. Parce que ils apprennent des mots et donc ils font « Good morning ». Il ne faut pas demander de café. Le café, c'est il est sur la table, on n'a pas de café. Mais sinon, c'est « Good morning ». C'est la chef. Donc c'est très gentil, c'est adorable, c'est sympathique, c'est délicieux. On a envie de faire des gros bisous sous ces joues rouges de paysanne, bien sûr, mais ça ne va pas très très loin, ça ne développe pas beaucoup. Et donc je veux dire, on va nous faire une école de langue, donc vous donnez des locaux et on se débrouille pour le reste, et on va vous apprendre des langues bizarres. On s'installe à Pyongyang, naturellement, avec vue sur le bas. Toutes les autorisations, quand vous voulez, vous partez la semaine prochaine, on vous donne un étage dans l'hôtel si vous voulez, mais là, ce qu'on appelle dans les campagnes tous les films. Mais c'est mignon, d'abord c'est très sympa, et puis le poisson cru est excellent. Il y a cette idée de on met le paquet sur le Far West. Point de suspension, et remplissez-les points de suspension vous-même si vous. Voilà. La suite, je vous raconterai là-bas. On a été largement débordé de cette balade. Il faut le fermer. Alors, en cours, je fais souvent, mais exprès. C'est comme normalement quand on voit le cours après déjeuner. Ouais, comme ça. On attend pour quelques questions, ou en buvant un coup en même temps, si vous voulez. La réponse aux questions, c'est là-bas. La Corée du Nord, Techniquement, elle l'a toujours été ou elle n'a jamais été. Ça ne s'appelle pas le tourisme, ça s'appelle le voyage culturel. Le tourisme, c'est l'empire américain du fric. Jusqu'aux années 75, il y avait pas mal de choses. Moi, j'ai visité en 1977. J'étais à Pékin, on a pris le train, on n'avait pas de visa, rien du tout. Et j'y suis parti avec mes étudiants coréens de Pékin. Mais de France, mais ce n'était pas du tourisme. Et surtout, le Sud ne pouvait pas y aller, les Japonais, il n'y avait pas de relation diplomatique, il n'y en a toujours pas, et les Chinois n'étaient pas un peuple à tourisme, puisque la seule idée d'un jour de congé en Chine à l'époque, même maintenant d'ailleurs, c'était des jours de congé. Qu'est-ce qui va venir à la caisse? Donc l'idée est un peu bizarroïde. Donc du coup, il regonfle cette idée de voyage culturel, parce qu'un voyage culturel, c'est un voyage confucianiste,
d'apprentissage, c'est une quête. Je vais 3 jours voir les Bouddhas, je serai un homme, pas un homme religieux, mais je serai un homme plus cultivé pour mon pays, etc. Ça marche. Aller glander 3 jours, pendant que les autres travaillent, c'est pas un truc coréen. Au sud, ça a été long à venir. Et comme au Japon, un sud-coréen qui prend tous ses jours de congé, sa carrière est terminée. C'est terminé, il n'est pas... C'est quoi encore? Donc on va à l'étranger, on fait des tas de voyages. Les grands patrons coréens viennent en France pour jouer au golf, ça ne se voit pas. Un député coréen qui est photographié en train de golfer, même le dimanche, il est seul. La notion de temps libre et... tu crois qu'il n'y a pas assez de problème? On a tout réglé. Et donc, toi, pendant que les autres règlent le problème, toi, tu es en vacances. Ben écoute, on ne va pas te dire ce qu'on pense, mais cette idée-là reste très très forte. Donc ils vont faire venir des Chinois pour acheter du ginseng, pour faire des promenades de santé à la montagne, pour se tremper dans les eaux sulfureuses, machin truc. C'est-à-dire qu'on ne voyage pas absolument. Il faut un complément de vie. Il faut une fonction. Comme quand on mange, prenez ce plat-là, vous avez vu, c'est très très bon pour la vue. Mais non, ça pique. Non, c'est bon pour la vue. Et ça, ça pour les oreilles, c'est extraordinaire. Le plat, là, vous voyez, il y a 4 couleurs, normalement il y en a 5. C'est pas équilibré. Il manque une couleur dans votre plat. Ben oui, mais c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Il manque une couleur. Donc on est dans un système organisé de fonctions, de relations, qui marche très très bien. Hein. Vous pouvez leur raconter ce que vous voulez, ils s'en fichent totalement. De mettre 6, 7, 8 couleurs, ça n'a pas d'importance, il en faut 5. Bon, ben, pour voyager, il faut une fonction, comme les voyageurs, comme Montaigne, comme au XVIe siècle, on allait faire des choses, on allait soigner la maladie de la pierre. Mais faire un tour touristique pour voir les beaux monuments, non. On peut emmener les enfants en bus pour qu'ils apprennent l'histoire, parce que dans telle école, il y a un crétin qui n'a pas su réciter les 15e commandements de Kim Il-sung, ils sont mauvais en histoire, allez-y, on va faire le tour du pays, et vous allez visiter toutes les tombes de tous les rois. Et vous allez apprendre Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis XX, selon la vieille plaisanterie de Prévert, Louis XVII, Louis XVIII. Qu'est-ce que c'est que cette famille qui ne sait pas compter jusqu'à 20? Mais allez voir, allez visiter Saint-Denis, non, on va visiter le musée de l'histoire de France pour devenir un bon citoyen. Mais c'est pas un problème, hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous on a beaucoup de mal à les convaincre de nous ce qu'on veut en voyage. Quel endroit on a envie de glander, quel endroit on a envie qu'il y ait un coup à boire, à quel endroit on veut qu'il y ait un poste internet. Mais eux ils font comme pour eux, pour nous en mieux. Mais comme pour eux. Donc quand vous êtes dans une station thermale extraordinaire et que vous avez le droit à 12 minutes dans l'eau, parce que le docteur a dit 12 minutes, et puis le reste de toute la soirée, il n'y a absolument rien à faire, il n'y a pas de télévision, pas de film, et vous êtes 12 minutes dans l'eau, et avant dîner, vous essayez d'expliquer tout ce que vous voulez, personne ne comprendra. Ça, c'est bon pour vous. Puis c'est bon pour votre peau. Puis on vous dira en plus, oh oui, mais à votre âge, vous en avez besoin. Merci. Mais ils sont prévenants, hein. Ils sont prévenants. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans quelques pays, mais c'est extraordinaire. C'est le seul endroit où vous direz « j'ai 60 et quelques ». Et automatiquement, ce sera respect. Vous obtenez tout dès que vous avez passé 60 ans, parce que vous avez fini la vie, et vous êtes durable. Vous avez fait 5 fois 12, et après c'est durable. Donc si vous adressez à des gens plus jeunes que vous, les gens qui bossent sont plus jeunes que vous, ils vous doivent toutes les formes de respect de la Terre. On en abuse très très vite. Au début, on trouve ça scandaleux. Puis après, on a tout le temps la place dans le métro. Et puis, non mais c'est pourquoi pas. Regardez, nous, comme nous, on traite les vieux ici. Et bien comme ça, une fois par an, vous vous vengez. Ils n'y sont pour rien, mais vous écrasez les petits là-bas à cause des Français qui ne vous ont pas donné le strapontin dans le métro. C'est pas juste.
Je sais, c'est pas moral, mais ça fait tellement bien. Non, être vieux en Corée, et puis c'est surtout pour les femmes. Mais les gars doivent toujours être chefs de famille et tout. Les mères, on considère qu'à 60 ans, elles sont grand-mères, elles n'ont plus de règles à respecter. Alors là, les sorties entre copines, c'est assez extraordinaire, et au nord aussi. Alors on n'a pas d'autobus pour le faire, mais en Corée du Sud, c'est extraordinaire. Les javas de sexagénaires qui partent à la campagne, de la famille, débrouillez-vous, ce sont les belles filles qui font la cuisine et qui s'occupent de papy. Mais c'est voilà, c'est la société qui fonctionne comme ça. Et chaque fois, parce que tu as dépassé 60 ans, parce que tu as accompli toutes tes tâches, parce que tu as été une bonne femme, une bonne grand-mère et tout, voilà. Donc, c'est surmoral, hyper moral. Et comme dans tous ces systèmes-là, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et le sexagénaire, mâle de préférence, c'est toujours le vainqueur toute catégorie. C'est le vainqueur toute catégorie, et en Corée du Nord aussi. En Corée du Nord aussi. Alors, je ne sais pas ceux d'entre vous, mais si vous arrivez à cumuler le professeur d'université, qui est le maître, et sexagénaire, alors là c'est totalement scandaleux. C'est eux qui ont les appartements, hein, les vaches. Ils n'en ont plus besoin. En général, ils sont en tel état qu'ils ne peuvent pas aller au bout. Mais, ils dorment dans la pièce du devant, moins loin. Blague à part, il y a un respect absolument extraordinaire. Et la faute du régime pendant la famine, c'était qu'on ne tenait plus compte, on ne s'occupait plus des vieux qui normalement devaient tenir, comme en Chine, avoir la nourriture, la famille, la maison, la tombe. Et il n'y a plus à faire. Et on connaît tous ces cas de personnes âgées qui se sont laissées crever de faim et qui restent assez à manger dans la famille. Ça, c'est une faute pour nous, évidemment. Ça ne se discute même pas, on ne sait pas même parler. Et dans ce système-là, on cumule toutes les fautes possibles. Et donc, le système a multiplié tous les gestes de réparation. Et c'est aussi une explication, c'est pas la seule, c'est compliqué, mais c'est aussi une explication du système familial du régime. Montrer que les dirigeants, c'est d'abord une famille. Et donc, ils sont bien placés pour comprendre ce qui va arriver aux familles. Donc, c'est le fondateur étant un grand-père, il ne peut pas en avoir. C'est pas sa faute s'il y a des grands-pères qui sont morts. C'est le système qui est mauvais, les Américains qui sont mauvais, les Japonais qui sont mauvais. C'est pas lui intrinsèquement, c'est pas un homme politique sans cœur et quoi que ce soit. C'est un grand-père. Et il est représenté partout, en position familiale, avec des petits-enfants partout, obligatoirement. Il est toujours l'aîné de tout le monde. Il n'y a pas de représentation plus extraordinaire que de le représenter comme étant entouré des vieux. Alors oui, les grands, beaux comme ça, comme une statue, les vieux. Alors un vieux, c'est toujours comme ça, un vieux aussi, et il y a tous les vieux, beaucoup plus vieux que lui, qui lui rendent hommage. Et donc, les aînés qui rendent hommage à un vieux plus jeune, alors ça, c'est... Alors, faut... C'est du système symbolique, quoi, je veux dire, il ne nous est pas accessible directement.